Pour cette dernière émission, nous recevons des invités porteurs d'un message d'espoir. Malgré de nombreux obstacles, ils ont su faire de leur vie un véritable conte de fées. Tous les enfants autour de moi font bien sentir que je suis très moche, que je suis très maigre. Je pensais pas du tout que je pourrais devenir un jour comédienne. Contrainte de fuir son pays, Mina arrive en France. Une opportunité pour cette jeune Afghane qui n'a qu'un rêve en tête, créer des robes de mariée. J'ai commencé au début par 5 petites robes à la maison. Je pensais pas que ça allait plaire autant. Du jour au lendemain, on reçoit un email. Vous êtes invité à la Fashion Week de New York pour les jeunes créateurs. C'est là où je me suis dit, ah mince, c'est là la claque que j'ai mis à la vie. Richard a un métier et une vie confortable avec femme et enfants. Pourtant, un jour, il ressent un manque comme si son quotidien l'étouffait. Il va alors devenir artiste. Et ça a fonctionné puisque dès la première semaine, on a vendu une vingtaine de sculptures. C'était vraiment un buzz pas possible. Le crocodile va être mon ambassadeur pendant le festival de Cannes. Sharon Stone craque sur le crocodile et un chez deux d'ailleurs. À la fin de l'adolescence, Laura va comprendre que ses défauts sont en fait des qualités. Mannequin, elle se lance dans une carrière de comédienne qui la conduira sur les tapis rouges en Asie. Je suis castée en fait par Jackie Chan pour un des rôles principaux dans un gros long métrage. Et je me suis dit, me faire recaler comme d'habitude parce que je suis trop grande. Et tout d'un coup, mon téléphone sonne et c'est quelqu'un de la production. Il me dit, c'est toi. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier numéro de 1001 vies. Tout au long de la saison, nous avons donné la parole à des êtres résilients et inspirants. Et nous allons consacrer cette dernière émission à un homme et deux femmes qui souhaitent nous délivrer un secret. Comment ils ont réussi à réaliser leurs rêves. Mina a vécu la guerre en Afghanistan. Aujourd'hui, elle est célébrée à la Fashion Week de New York. Richard était un enfant dénigré. Aujourd'hui, il fait partie des 6 artistes français les plus vendus dans le monde. Quant à Laura, l'Alsacienne, moquée et complexée dans l'enfance et l'adolescence, aujourd'hui, elle vit à Los Angeles, tourne pour Hollywood. Elle est une superstar en Chine. Alors, quel est leur moteur? Comment ont-ils surmonté les obstacles et qu'ont-ils à nous transmettre? C'est la question que je vais vous poser à tous les trois. Merci d'être là. Mina, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites aujourd'hui dans la vie? Alors, je suis styliste designer. Et en quoi c'était un rêve? Parce que vous venez de loin. Et ça, c'est au sens propre du terme. C'est un petit peu le rêve de toutes les petites filles, les robes de soirée, les robes de mariée. Donc, et ça s'est transformé en réalité. D'accord. Donc, je disais que vous avez connu l'Afghanistan des talibans. Oui. On verra ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, parce que ça reste un sujet douloureux. Mais vous avez toujours eu, finalement, une sorte de petite phrase comme ça sur un bout de papier qui vous a guidé. C'était quoi? Par exemple, on va dire... dans un premier temps, quand j'étais étudiante, j'écrivais « il faut que je devienne quelqu'un ». Donc, et puis, par la suite, chaque objectif, il fallait l'écrire tous les matins pour pouvoir atteindre justement l'objectif et ne pas l'oublier, parce qu'on peut se perdre un petit peu dans sa vie, dans l'expérience qu'on a. Et finalement, le fait de l'écrire tous les matins, ça me permettait de ne pas l'oublier. Bon, déjà, un truc à retenir. Je commence à noter déjà les astuces. Vous, Richard, c'est un poème. C'est ça qui vous a guidé? Une rédaction que j'ai écrite à l'âge de 10 ans, je pense, 10-11 ans. C'était d'avoir une voiture de luxe, de me marier, d'avoir des enfants. Il y avait tout un espèce de projet de vie qui était très, très engagé. Et qui était loin de ce que vous viviez à ce moment-là? Ah, complètement, oui. C'était à des années-lumière. C'est-à-dire que vous n'étiez pas forcément le plus riche des camarades d'école? Ah, pas du tout. Non, j'étais peut-être le plus pauvre. Alors, c'est que j'ai toujours été dans des écoles, dans des endroits un petit peu favorisés, on va dire. Donc, ça n'a pas été toujours facile pour moi. C'est mes amis qui me payaient le McDo et le ciné. C'était pas toujours simple. Bon, et on verra effectivement si vous avez été encouragé ou dénigré dans votre enfance. On a un peu de réponse. Et puis on verra comment ça s'est passé dans votre carrière, si vous avez été toujours célébré ou si vous avez été parfois rejeté. Mais en tout cas, des millions de gens sur Terre vous connaissent. Je ne sais pas si en Chine on connaît cette sculpture. Mais en fait, j'ai vu cette sculpture. Je ne savais pas le nom du sculpteur, mais je la connais, oui, j'ai vu cette sculpture. Donc voilà, c'est lui. Donc un des artistes français les plus vendus dans le monde. Vous nous direz un petit peu comment vous faites pour atteindre ces rêves inaccessibles. Et puis, en ce qui vous concerne, Laura, est-ce qu'on peut savoir où vous habitez aujourd'hui ? Oui, donc j'habite à Los Angeles. J'ai la chance de travailler en Chine. Et ça a vraiment été
une découverte d'une autre culture, une fascination. Enfin, ça a été magique. J'étais vraiment accueillie par les Chinois adoptés. Vous dites comment je suis devenue chinoise, hein? Oui, j'ai écrit un livre d'ailleurs. Ben Je suis oui, devenue oui. chinoise. C'est-à-dire qu'effectivement, ça se voit tout de suite en plus. Ouais. Mais en fait, pour de vrai, c'est une histoire incroyable, votre histoire, parce qu'il n'y a pas tellement d'équivalent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Françaises célébrées en Chine. Et c'est vrai que les Chinois vous connaissent, vous adorent. Et puis, vous tournez à Los Angeles. Vous avez tourné avec Jackie Chan, vous étiez sur l'affiche. Et puis, vous avez tourné dans des séries aux États-Unis. Enfin, voilà. Vous êtes une carrière assez inattendue parce que aujourd'hui, effectivement, on peut comprendre pourquoi on vous célèbre. Mais toutes les raisons pour lesquelles on vous a célébré, c'est les raisons pour lesquelles on se moquait de vous, enfant. C'est vrai. Ce sont exactement les mêmes. J'étais très, très complexée, très timide. Et j'avais des camarades qui étaient très durs avec moi parce que j'étais très grande, très maigre. Et je pense que ça devait énerver les garçons. J'étais plus grande que tout le monde, y compris les garçons. Et donc, tout le monde les garçons se foutaient de moi, les filles aussi, ça devait les énerver. Mais avec le recul, je pense que c'était de la jalousie. Mais quand on est enfant, on ne sait pas. Alors effectivement, on verra si c'était un moteur pour vous, tous ces obstacles. Si ça vous a stimulé. Mina, je sais que c'est un sujet compliqué et douloureux, donc c'est vous qui choisissez les mots. On va faire un petit flashback pour comprendre un peu pourquoi aujourd'hui c'est formidable d'être accueilli à New York à la Fashion Week, pour savoir d'où vous venez. Parce que quand vous naissez, ça c'est pas du tout envisageable. Vous naissez à quel endroit et dans quelle période finalement? À Kaboul, en Afghanistan, et c'est assez compliqué, moi c'est assez douloureux. Vous savez, vous allez plutôt vous rappeler de la guerre, des bombes, des personnes qui meurent autour de vous, des personnes qui perdent des personnes très proches aussi. Donc au final, les souvenirs de l'enfance que j'ai, c'est pas forcément les souvenirs qu'un enfant de 9 ans aura ici en France. Et les mots qui reviennent, c'est quoi? C'est la peur? C'est surtout la peur, mais la peur au ventre, parce qu'on ne sait pas si la personne qui part aujourd'hui, qui quitte la maison, est-ce qu'elle va revenir dans les heures qui suivent. Et c'est surtout... à 9 ans, on n'a pas vraiment la même perception de la chose. C'est qu'on ne comprend pas. On essaie de comprendre, mais on ne comprend pas. Et puis finalement, quand on parle de la mort, ça fait peur, mais on ne se rend pas forcément compte jusqu'au jour où ça arrive réellement à quelqu'un de la famille. On se dit, finalement, cette personne ne reviendra pas. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Mais à 9 ans, j'ai ma maman qui a pris la décision de ne pas vivre ça, justement, et de ne pas se laisser faire par les désaccords gouvernementaux et des personnes politiques qui ne s'entendaient pas à cette époque-là. Et est-ce qu'à 9 ans, on est conscient des interdits des talibans à ce moment-là? Pas forcément, parce qu'à 9 ans, on essaye de vivre l'enfance, donc comme on peut. Et en Afghanistan, c'est vrai qu'on essaie de garder le sourire. Et malgré, on va dire, la situation, mais il y a beaucoup de fou rire, beaucoup de moments, on va dire, heureux qu'on a passés ensemble avec la famille. Mais tout est gâché, on va dire, un petit peu par cette situation politique. Et à 9 ans, donc, il y a un départ. Ça se passe dans quelles conditions, dans quel état d'esprit pour vous, l'enfant que vous êtes? Eh ben, on se dit, ça y est, on part pour une vie meilleure. Mais on est enfant, donc on part et finalement c'est l'inconnu, donc on a peur de l'inconnu et on se rend compte que finalement on n'est pas uniquement... Enfin, l'Afghanistan c'est un pays, on va dire, assez particulier, c'est un petit pays et on se rend compte que finalement il y a ailleurs, il y a d'autres pays, on n'est pas coincé que dans un seul endroit du monde et puis quand on part on se dit ça y est, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions de vie. Et quand on arrive en France, on se dit waouh, ça y est, il y a pas de... C'est quoi le wa d'ailleurs? Ça correspond à quel étonnement de l'enfant que vous êtes? C'est de savoir qu'en fait, finalement, ailleurs, d'autres personnes ne vivent pas la même situation. Et la même situation, ça veut dire ne pas avoir peur la nuit quand on dort? C'est exactement ça. Et pour beaucoup jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai des nouvelles de ma famille en Afghanistan, je me rends compte qu'ils sont encore dans cette même situation. Pourtant, c'est pas aussi violent qu'en 99, mais on se rend compte que finalement, on a toujours les mêmes nouvelles. Oui, le fils d'un voisin était au marché, quelqu'un s'est fait exploser, donc... Et on se dit, oh là là, heureusement que j'y suis plus, quoi. Est-ce qu'il y a des images comme ça qui nous permettent de comprendre qu'effectivement, on grandit dans un univers de danger, où il y a des menaces et il y a la peur, et donc l'adaptation à la paix? Eh ben, on y prend vite goût. C'est la première chose qu'on fait, c'est quand on arrive, on se dit ça y est, je peux dormir. Et c'est vrai qu'on y prend goût. Et inconsciemment, on l'adapte. Dans les premiers temps, on a peur un petit peu de tout ce qui arrive, de tout ce qu'on nous demande, des personnes. Et puis finalement, on s'adapte petit à petit et on se dit, faut s'habituer parce que maintenant, c'est notre nouveau chez nous.
Et à 9 ans, vous ne parlez pas le français? Pas du tout. Et donc, ça fait quoi d'entendre cette langue que Je personne... comprenais rien. C'était vraiment difficile, je comprenais rien du tout. Mais j'ai été très vite emballée dans tout ce qui est administratif en France, parce que c'est ce que je disais, en France, on aime bien les papiers, beaucoup de documents à remplir, et je me souviens que je connaissais déjà un petit peu la CAF, l'assurance maladie, l'assistante sociale, et pourtant je comprenais rien à ce qu'on me disait. Mais j'essayais de traduire, et puis heureusement qu'il y avait beaucoup de traducteurs donc, qui nous aidaient à faire face en fait à cette situation difficile. Alors aujourd'hui, votre vie ressemble à un conte de fées, puisque vous disiez combien de petites filles sur Terre rêvent de dessiner des robes de princesse, des robes de soirée, des robes de mariée. Vous, à quel moment ça rentre dans votre tête, ça, cette envie? C'est surtout quand je me suis rendu compte qu'en arrivant en France, j'avais l'école à ma disposition, chose qu'on n'avait pas justement en Afghanistan, parce que c'est pas pareil. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'école. Et finalement, c'est ici que j'ai failli chuter. Avec plein de problèmes, la situation difficile pour ma maman, moi qui était malade, et puis l'école qui me demandait des choses, et puis il fallait remplir des papiers pour tous les papiers, en fait, les documents administratifs. Et puis j'ai failli tomber en fait au lycée, et c'est là où je pense à un déclic que j'ai eu, parce que mon professeur m'a dit, j'étais l'élément perturbateur de la classe, mais le professeur m'a dit, tu n'auras pas ton bac, on ne te réacceptera pas au lycée. Et tu finiras... la phrase exacte, c'était « tu finiras vendeuse ». Donc, je n'ai jamais compris pourquoi elle a comparé ça à ce métier, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier. J'ai déjà été femme de ménage, j'ai déjà été vendeuse, et c'est vrai que quand elle me l'a dit à cet instant précis, c'est comme si j'avais eu un coup dans ma fierté. Et je me suis dit, mais pas possible. Vous retenez l'idée Voilà. qu'elle ne croit pas en vos rêves, qu'elle ne croit pas en vous. Et puis en fait, c'est un flashback que j'ai eu. Je me suis dit, tout ce trajet que j'ai fait, tout ce chemin, tout ce parcours, c'est pas pour qu'elle me dise ça. Donc j'ai dit non, c'est pas possible. Puis en une semaine, je me suis remis en fait à reprendre mes études en main. Et j'ai eu mon bac avec mention. C'était pour lui prouver à elle justement que non, c'est pas parce que vous dites que je l'aurai pas que je ne l'aurai pas. Mais donc, cette femme qui va vous casser, on va dire ça comme ça, d'une certaine manière, vous avez la sensation qu'elle vous a aidé? Je la remercierai jamais assez, je pense. Ça a été mon élément motivateur. Hein. C'est important de retenir ça. Hein. Ah oui, parce que c'est justement toutes ces personnes qui ne croient pas en vous, enfin, qui n'ont pas cru finalement en moi, qui m'ont motivée à faire beaucoup plus et à aller beaucoup plus loin. Alors, on va voir si on retrouve ça finalement dans la vie de Richard ou celle de Laura. Ces obstacles, ces gens qui ne croient pas en vous, si ce sont de stimulants. Donc, Richard, pour qu'on essaie de comprendre, hein, encore une fois, pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui, on va essayer de savoir qui vous étiez enfant. Vous grandissez où, dans quel univers et quelles valeurs, et vous avez quelle place dans la famille? Alors, je suis l'aîné d'une famille de 2 enfants. Donc, j'ai une sœur qui est un peu plus jeune que moi. Et je grandis à Paris, dans le 17e arrondissement. Je fréquente des écoles un peu, on va dire, publiques, mais plutôt huppées. Atmosphère à la maison? Très conflictuelle. Avec mon père, j'ai un père qui est assez violent envers ma mère, envers moi. Et ma sœur aussi, qui a été un petit peu épargnée. Et donc c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué de trouver sa place. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui a basculé. Je pense que les premières années de ma vie, il a dû être un peu présent, un peu là, mais j'ai du mal à me rappeler, par exemple, que mon père m'ait pris une seule fois dans ses bras. Je n'arrive pas à avoir cette image. J'ai compris très tôt que je pouvais compter que sur moi-même. Donc ça m'a quand même beaucoup servi, moi, dans mon parcours, tout ça. A posteriori, avec le recul. Voilà, comme tu disais, que toi, les gens qui t'ont cassé, ça t'a aidé. Et quelque part, moi, effectivement, j'étais très armé, j'étais une maturité très, très jeune, finalement. Puisque moi, très tôt, je me suis dit, Richard, de toute façon, les autres, tous mes copains, ils ont leurs parents, leur ceci, leur cela. Toi, il faudrait que tu comptes que sur toi. Et je l'ai compris très tôt. Alors, évidemment, on se demande qu'est-ce qui aide à tenir, qu'est-ce qui peut apaiser l'enfant que vous êtes. Et alors, à quel moment on retrouve la sculpture? Tout petit, en fait, je faisais de la poterie, en réalité. J'étais un petit peu faillot, j'en offrais aux directrices, aux maîtresses, etc. Voilà, j'étais assez prodige dans ce domaine. Donc, c'était quelque chose que j'aimais bien, qui me passionnait, que j'ai dû arrêter par la suite parce que c'était pas très rock'n'roll et que... C'est-à-dire? Vis-à-vis des filles et des copains, etc., faire de la poterie, ça faisait un peu nunuche, quoi. C'était pas le truc qui branchait, voilà. Et puis, quand on arrive à l'adolescence, l'idée, c'est les filles, c'est sortir, on aspire à d'autres choses. Donc, j'ai abandonné parce que c'était pas le rock.
Non, mais c'est important qu'on se pose un instant là-dessus, puisque vous êtes un des sculpteurs français les plus célèbres dans le monde. Donc, juste un arrêt sur image. Donc, vous êtes enfant, vous faites de la sculpture. Oui. Vous arrêtez parce qu'on se moque de vous, c'est nunuche, pour reprendre votre formule. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous éprouvez quand vous le faites? Non, moi, j'éprouve beaucoup de plaisir. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait de la musique, j'ai fait beaucoup d'activités artistiques qui m'ont apporté beaucoup de choses. Alors, la guitare, c'est plus rock déjà. Alors, quand on est dénigré, souvent on développe un besoin de reconnaissance. Vous aviez conscience de ça à ce moment-là, quand vous êtes adolescent? Vous avez la sensation que vous projetez dans un avenir formidable où vous êtes célébré? Il y a cette envie? Ma mère me disait un truc très marrant. Elle me disait, toi, plus tard, il faudrait que tu sois célèbre. Parce qu'il faudrait que tu marques ton empreinte pour laisser quelque chose. C'est important pour toi de laisser quelque chose, d'exister à jamais. L'enfant que vous êtes, quand vous entendez cette phrase, parce que c'est compliqué, hein, évidemment, la vie, c'est plein de mystères, mais vous vous rappelez de ce que vous pensez, ce que vous ressentez quand elle dit cette phrase-là? J'ai une forme de croyance, en fait. J'ai une forme de croyance, et puis quand on passe à l'époque où j'ai mon bac, où j'ai 18 ans, j'ai envie de faire du théâtre, je fais du cinéma, je fais de la musique, je fais plein de la sculpture, je fais plein de choses artistiques, et je me rends compte que finalement il y a très peu d'élus, et que moi j'ai une envie, un besoin de faire un petit peu le contraire de ce que faisait mon père, donc de créer une famille, d'avoir des enfants, d'avoir donc une stabilité quelque part, et puis que j'aille, comme tout le monde, gagner ma vie pour pouvoir subvenir aux besoins, et là aussi me donner les moyens de mes ambitions, qui sont encore plus fortes que ma carrière, c'est celle d'avoir cette famille que moi j'ai pas eue. Moi je suis jaloux de mes amis qui ont leur père, qui leur achètent une voiture, qui font des choses avec eux, qui se retrouvent par semaine, qui partent en vacances avec eux. Moi à 13-14 ans, je partais avec des potes. Enfin, j'avais pas cette chaleur j'étais assez jaloux de la chaleur que je pouvais rencontrer chez les parents des autres. D'ailleurs, j'ai eu des petites amies et souvent j'étais très ami avec leurs parents ou avec leur mère. J'ai retrouvé parfois des parents chez des fiancés de l'époque qui ont comblé ce manque affectif. Je l'avais aussi avec ma grand-mère, qui était une vraie. Bon, après, elle est partie, mais j'avais une très très forte un réconfort et l'affectif était comblé par ma grand-mère qui était très présente aussi à ce moment-là. Mina a l'air de vous comprendre parce que je vois vous faites comme ça, Mina. Qu'est-ce que vous comprenez dans l'histoire? Quand il dit qu'il recherchait un petit peu dans les parents des autres, un petit peu le côté affectif. La chaleur. Je me suis dit, c'est exactement ça. C'est quand on est privé de quelque chose, on essaye de le trouver ailleurs, on essaye de le chercher un petit peu ailleurs et voir si ailleurs on n'a pas cette chance de rencontrer ça. Et vous direz que vous êtes défini quasiment en opposition à votre père, c'est-à-dire au fond... Complètement, parce que si... Vous rêviez d'avoir des enfants, on verra, vous en avez 4 aujourd'hui. Oui. Vous rêviez d'avoir une famille chaleureuse, on verra dans quelle situation vous êtes. Et au fond, la question de l'ambition et des rêves. L'ambition et des rêves, c'est que mon père était quelqu'un qui finalement avait peu d'ambition, c'est délicat de parler comme ça, si on regarde l'émission après, mais c'est vrai qu'il se contentait de tout. C'était quelqu'un qui se contentait de tout, on le mettait dans un endroit, il a fait pas mal de choses, diverses et multiples, mais à chaque fois, c'était toujours se contenter de ce qu'il avait, sans vouloir aller chercher plus loin. Un grand manque de générosité. Donc aujourd'hui, je suis peut-être dans l'extrême, dans l'autre sens, avec mes enfants, j'ai peut-être trop de générosité, mais finalement, ils sont... L'aîné, on m'a dit, ouais, tu l'as pourri, tu l'as gâté. Moi, c'est vrai qu'à 1 an, il avait un magasin de jouets chez lui, c'est la réalité. Mais finalement, il y avait de l'amour, j'ai donné beaucoup d'amour et beaucoup de choses derrière, et c'est moi encore qui les force à acheter des choses. Ils s'en foutent, ils sont pas attachés au matériel. Et pourtant, c'est vrai que j'ai plein d'amis, ah ouais, mais tu pourris tes enfants. Moi, je voyais un scooter, un mini scooter électrique, il fallait avoir 2 ans pour s'en servir. Moi, à 8 mois ou 9 mois, il avait déjà le scooter électrique. Mais c'était ce manque. Mais maintenant que vous avez raconté votre histoire, on sait pourquoi. Oui, j'avais besoin de combler ce manque et de donner. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à recevoir, j'ai beaucoup plus de facilité j'ai beaucoup de facilité à donner, mais je suis incapable de recevoir. C'est très difficile pour moi. Donc Richard, vous venez de très bien raconter effectivement l'enfant que vous étiez, l'adolescent que vous étiez, ce que vous nourrissez à la fois comme angoisse et comme rêve. Et puis, on va voir qu'à un moment donné, on pourrait imaginer qu'assez vite, dans votre vie, vous avez atteint vos objectifs et vos rêves, puisque vous allez réussir dans l'immobilier. Et donc, le principe de votre travail, c'est quoi? C'est que vous achetez des lots? J'achète des lots, enfin ça peut être n'importe quoi en réalité, biscornus, pas biscornus, et je les transforme complètement pour en faire des endroits un peu douilles, etc., que je mets soit en location, soit à la vente. Enfin, j'aime bien trouver des trucs atypiques, un peu, je fouine pour trouver les choses, et je montre quelque chose qui fonctionne, quoi, voilà. Donc vous êtes doué pour ça, du coup vous les vendez, ça se passe bien, et du coup, tous les manques que vous aviez eus, on pourrait penser que vous commencez à les combler, notamment le manque d'argent. Ouais. Et puis un jour, vous avez une sorte de flash, parce que vous vous rendez compte que sur le papier, ça colle,
mais à l'intérieur, il y a une petite voix intérieure qui vous dit que c'est pas votre truc. Pour qu'on ait une image de votre situation, à ce moment-là, c'est quoi? Vous habitez dans des adresses prestigieuses à Paris? Des adresses prestigieuses, des très grands appartements, haussmanniens, j'ai des belles voitures, on part en vacances dans des endroits de luxe, on loue des bateaux. Donc là, le petit garçon qui écrivait « Je vais avoir une voiture de luxe », là, on pourrait penser que ce petit garçon est apaisé. Oui. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas apaisé du tout, je suis malheureux en réalité. Je suis malheureux parce que c'est pas moi-même. Enfin, je me sens pas. Je suis pas la personne que j'aurais voulu être. Mais je le sens déjà depuis un moment. De toute façon, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Même si d'un coup je m'arrête et que je me dis maintenant stop. Mais c'est quelque chose qui. C'est arrivé ça, le moment où vous vous arrêtez, vous dites. J'ai une espèce de pas de burn-out, mais à un moment je me suis mis. J'étais en voiture, je suis sorti de la voiture. Là, ça va pas. J'ai explosé quoi. Je suis arrivé au bout du. Parce que je vis pas comme j'en veux. Je vis pas ce que je dois vivre. Je vis quelque chose je vis une vie qui n'est pas la mienne finalement. Laura, un point de vue sur ces parcours que vous venez d'entendre? Il y a plein de choses où je me suis reconnue. Par exemple, le fait d'arriver dans un pays et de rien comprendre. Bizarrement, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu adulte quand je suis arrivée en Chine, parce que je parlais pas chinois, et je me suis retrouvée à Huazhou, qui est à 1 heure de Pékin, qui est pas du tout dans c'est un village, quoi, avec que des gens qui parlent que chinois, avec tout écrit en chinois, donc même je ne pouvais pas C'est sur notre planète. Voilà, sur notre planète. Alors, Laura, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, donc vous êtes comédienne, vous êtes une superstar en Chine, on verra pourquoi et comment c'est possible quand on sait que vous avez grandi en Alsace. Est-ce qu'on peut savoir dans quel genre de milieu et quel genre de, j'allais dire de petite fille, on a l'impression que vous n'avez jamais été petite, de taille. Oui. Dans quel genre de fille vous étiez? Oui, c'est vrai, d'ailleurs, même quand je suis née, j'étais un grand bébé, c'est très longue. On verra comment ce qui a été un handicap est devenu un atout par la suite. C'est vrai, parce que j'étais très complexée. J'ai toujours rêvé d'être petite, moi. Mais bon. Je rêve le contraire. Donc on rêve de ce qu'on n'a pas, c'est ça qu'on doit retenir. Non, parce que comme j'étais grande, les gens étaient très durs avec moi, alors que ma sœur, qui est très petite en taille, en fait, on se ressemble beaucoup, mais elle est petite. C'est la même en petit. Tout le monde dit « Oh, elle est mignonne, elle a toujours eu de la bienveillance. » Donc j'aurais bien aimé être petite. Mais et vous entendiez quoi? Déjà, je paraissais beaucoup plus âgée que mon âge parce que j'étais grande. Donc, quand j'avais 5 ans, j'en paraissais 8 ou 9. Donc, parfois, ma mère, elle disait « Mais attendez, elle a que 5 ans. » Donc, on me traitait genre « Débrouille-toi » alors que j'étais jeune, il y avait des choses que j'étais pas capable de faire. Donc, vous avez la sensation d'être décevante ou de pas être à la hauteur? C'est vrai qu'il y a aussi tout l'aspect avec les gens de mon âge ou même les gens plus âgés que moi, surtout les garçons qui ont 1 ou 2 ans de plus que moi et je suis plus grande qu'eux, qui me font bien sentir que je suis très moche, que je suis très maigre, qu'on peut même pas me regarder tellement je suis horrible. Vous avez entendu ça? Ah ouais. D'ailleurs, je faisais pas me regarder dans la glace jusqu'à l'âge de... Je me rappellerai toujours d'un jour où on faisait un voyage scolaire quand j'avais 12 ans et il y avait une fille que je trouvais qui était parfaite, genre, elle était vraiment très belle et tout, un peu plus âgée que moi. On était à les toilettes, elle se lavait les mains et je suis sortie. J'ai pas osé me regarder dans la glace parce que quelle mocheté j'aurais gardé par rapport à elle. Ça aurait été une offense à... Ah oui. Et tout à l'heure, Richard parlait des croyances qui nous construisent. D'où est venue cette croyance que vous étiez moche? Parce qu'on me le répétait à longueur de journée. Mais qui tous les enfants autour de moi. Et mes parents, en fait, mes parents sont d'un milieu intellectuel et sont tous les deux profs de maths. Mon père, prof de maths en maths sup. Et mes parents m'ont jamais dit que j'étais pas moche. L'apparence n'était pas importante pour eux. Donc, en fait, j'avais un écho comme quoi j'étais moche, et de l'autre côté, mes parents m'ont jamais rien dit, donc je me suis dit, souvent les parents ils disent « Oh, t'es mignon », je sais pas quoi. Moi, j'avais jamais eu de compliments. En fait, j'avais jamais de compliments, que ce soit sur le physique ou que ce soit sur mes notes à l'école. Parce qu'en fait, mes parents disaient que on travaille pas pour les autres, on travaille pour soi. Donc, il n'y avait pas d'écho de la part de vos parents, parce que ce n'était pas des valeurs importantes, l'apparence, c'est ça? Oui. Et finalement, c'est important pour les petits. Oui. Et les petits, eux, vous avez la sensation qu'ils vous jalousent, qu'ils vous rejettent? Moi, je me rappellerai, par exemple, une histoire où j'étais dans un vestiaire où les 2 filles viennent me voir, bien portantes, qui d'ailleurs aujourd'hui sont peut-être obèses, je sais rien, je les connais plus, mais viennent me voir et elles regardent. Mais comment ça se fait que tu sois aussi blanche, comme un cadavre? Mais tu sors jamais. Moi, je bronze pas, donc. Et puis après, elles reviennent me voir parce qu'on faisait du sport et je détestais ça, j'étais pas bonne. Fallait monter à l'échelle, je détestais ça, j'étais nulle. Fallait tirer au but. J'avais pas de force. J'avais pas beaucoup de force physique. Et vous étiez assez mince. Et j'étais pas, je pense pas que j'étais maigre, mais j'étais mince. Et donc, fallait tirer au but. C'est ça, j'avais toujours la dernière à être choisie en cours de sport, catastrophique. J'aimais pas ça. Et elles viennent me voir, elles me disent mais comment ça se fait que tu sois aussi nulle, que t'aies pas de force et tout? Montre-nous tes bras. Moi, j'étais toute seule, elles étaient tout le temps plusieurs contre moi. Et elles regardent et
Elle dit, soulève tes manches pour qu'on examine ce cadavre et tout. Je soulève et elle voit mes mains. Elle dit, ah, non, même pas la peine d'aller jusqu'au bras. Regarde tes mains. Oh, avec des mains comme ça, mais on peut rien faire, mais c'est horrible. Et en fait, c'est très drôle, puisque, en fait, bon, je suis comédienne, mais il se trouve que je suis devenue mannequin main. J'ai gagné beaucoup d'argent avec mes mains. J'ai fait des plus grandes pubs. On va en parler. Effectivement, c'est ça qu'on est en train de raconter au fond. Et c'est en ça que ça donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut être enfant et vivre le rejet, vivre le dénigrement. Et ce pourquoi on nous a rejetés va être recherché à un autre moment de notre vie. Et est-ce que c'est dans cette période-là où finalement, pour avoir bonne mine, parce qu'on vous traite de cadavre, hein, on se le rappelle, vous passez votre temps à manger des carottes? Ouais, alors en fait, ça part d'une chose que ma mère m'avait racontée comme ça, une anecdote. Elle m'avait dit quand j'étais bébé, quand elle me donnait des carottes, et ben en fait, je devenais toute orange. Parce que, voilà, donc je me suis dit, ah, peut-être que si je mange des carottes, bah, je vais être moins blanche. Je vais être, voilà, un peu bronzée. Parce que j'avais 10 ans, je pouvais pas encore mettre de maquillage et tout. Alors, tous les matins, je mangeais beaucoup de carottes. Et en fait, je suis jamais devenue orange. Et en fait, au bout d'un moment, je coupais ma carotte et je mettais un petit peu discrètement de carottes comme ça, histoire de donner un peu bonne mine, quoi. Bon, c'est dire le genre de comportement qu'on peut avoir quand on est enfant, ou quand on cache finalement ses angoisses et ses problèmes à tout le monde, parce que c'est entre vous et vous, tout ça. Oui, c'est vrai, j'en parlais pas du tout à mes parents, ils savaient pas du tout que... Pour pas les inquiéter? Oui, pour pas les inquiéter, ouais. Alors, comme Richard, il y avait la sculpture qui pouvait l'apaiser dans des moments comme ça de solitude. Vous, à 12 ans, il se passe quelque chose de particulier parce que vous faites du théâtre. Oui. Et là, c'est quoi les sensations nouvelles? Ah, j'adorais ça, j'adorais jouer, j'adorais être sur scène, devenir un autre personnage. En fait, c'est comme avoir une autre vie tout d'un coup. Donc, ma première pièce, c'était Le bal des voleurs de Jean Anouilh. Et à l'époque, évidemment, il y avait... comme dans souvent les pièces de théâtre ou au cinéma, il y a souvent plein de rôles de garçons et très peu de rôles de filles. Et comme moi, j'étais pas du tout celle qu'on allait choisir pour un rôle de fille, j'ai tout de suite demandé le rôle Hector, un des voleurs, un des rôles principaux. Et évidemment, personne ne le voulait vu qu'il y avait beaucoup de filles. Et donc, je l'ai eu. Donc, j'avais un super rôle. Et après, toutes les filles se sont déchirées entre elles pour le rôle principal féminin. Moi, ça m'était égal. Et donc, je me suis beaucoup amusée. Ça permettait vraiment cette idée d'avoir plein d'autres vies, de pouvoir... être quelqu'un d'autre. Et le fait d'avoir les regards, parce que là, d'un coup, vous êtes vous qui avez été moqué et donc plutôt rejeté et dénigré. Là, vous faites le choix, j'ai envie de dire à 12 ans, presque inconsciemment, de vous retrouver sur scène. Tout le monde vous regarde. Et vous sentez quoi dans ces regards-là et dans les applaudissements, finalement? C'était bien. Il y a des gens qui me dénigraient. Ce qui est très drôle, c'est que des gens qui me dénigraient, maintenant, viennent me voir. Ah. Et c'était ça, un peu, quelque part. Ouais. Vous sentez déjà à 12 ans qu'il peut y avoir une réparation? C'est-à-dire que ceux qui vous moquent, à un moment donné, peuvent venir vous célébrer? Oui, juste après la pièce, après ça repart. Hein. Mais oui. Et puis, c'est vrai qu'il y avait même des gens qui m'ont pas reconnue, parce que j'essayais de prendre une voix grave, j'avais mis une fausse barbe. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était super drôle. Plus je peux me transformer, plus je m'amusais, en fait. Et est-ce qu'à la suite de cette expérience-là, ça ressemble déjà à un objectif, à un rêve, à une ambition, ou pas encore? Je pensais pas du tout que je pourrais devenir un jour comédienne, parce que je me disais non, c'est pas possible. Ça paraissait trop loin? Oui, déjà j'étais à Strasbourg, j'étais en Alsace, et puis j'étais pas du tout dans un milieu artistique, je connaissais personne. Et en fait, comme j'étais bonne élève, en France, quand on est bonne élève, on est orienté vers des filières scientifiques. Donc en fait, j'ai fait après une première S, une terminale S. Et donc, du coup, j'étais plus tout dans la littérature. Enfin, du coup, et j'adorais la bio. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé... mes profs me poussaient à faire une classe prépa, ce que je voulais pas faire parce que je voulais être comédienne, mais bon, je pouvais pas le dire. C'est rigolo quand vous le racontez comme ça. C'est-à-dire que la vie se déroule, les gens font des choix pour vous, et vous avez envie de choses, mais je pouvais pas dire. Donc, c'est ça. Oui, j'avais envie j'aurais préféré étudier la littérature, j'adorais écrire, que étudier les maths, même si j'adorais la biologie, et voilà. Donc, finalement, je dis, OK, bon, je vais faire une classe prépa bio, parce que j'adorais la bio, donc j'ai fait maths sup, bio, maths spé, bio, prépa BCPST. Et j'étais très motivée quand j'étais en classe prépa, parce que je savais bien que si je voulais être comédienne, il fallait que je sois à Paris. Et donc, je me suis dit, bon, si je bosse vraiment, je vais réussir à une grande école d'ingénieur, et la plus prestigieuse, c'était à Paris. Donc je me rapprocherai de mon rêve, voilà, géographiquement. D'accord. Voilà. C'était un chemin détourné, mais on se fait les raisonnements qu'on peut, finalement, quand on grandit. Hein. Ouais. Bon, on verra tout à l'heure, effectivement, comment, en faisant des études scientifiques, on devienne superstar en Chine. Parce qu'évidemment, on a envie de savoir ce qui s'est passé entre les deux. Mina, on l'a dit, vous avez grandi jusqu'à l'âge de 9 ans, donc à Kaboul, en Afghanistan. Vous avez dû partir, vous arracher à votre quotidien, arriver sur une autre planète, qui est un pays dont vous ne compreniez pas la langue. Et avant de comprendre comment vous avez réalisé votre rêve, donc devenir styliste, être invité à la Fashion Week à New York, on va essayer de savoir ce qui s'est passé finalement quand vous êtes enfant. Il faut s'intégrer. Et puis,
vous n'allez pas tout de suite vers le stylisme. Au départ, c'est quoi le rêve? C'est d'être journaliste. Je voulais être journaliste pour on va dire... Voir le monde? relater ce qui se passe ailleurs. Partir, raconter, dire à toutes ces personnes qui ne savent pas, qui sont dans leur petite bulle et qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe, eh ben, attendez, ailleurs, il y a ça. Et je sais qu'avec la solidarité humaine, on peut des fois changer des choses. Et vous savez, quand vous avez des parents qui ont vécu la guerre, mon papa était général de guerre à l'époque, et ben, le fait de dire « je vais être journaliste », ça peut faire peur. Parce que me dire « attends, mon papa il s'est dit « attends, elle est assez folle pour repartir en Afghanistan, donc on va surtout la garder ici ». Et on m'a interdit un petit peu ce métier qui me tenait à cœur. Et je me suis réfugiée justement dans mes petits dessins, dans d'autres rêves. Et puis, on va dire, le fait de ne pas me laisser le faire, c'est comme si on m'enlevait une petite partie de moi. Et mes notes ont chuté à l'école, automatiquement. Tout simplement parce que vous êtes démotivé, vous manquez d'objectifs. Voilà, je me suis dit, bon, j'ai tout fait pour tout le monde. Et finalement, quand je veux faire quelque chose pour moi, eh ben, on me l'interdit. Alors, à quel moment vous écoutez votre petite voix intérieure? Finalement, vous savez, cette période où on passe du lycée à la fac. Au lycée, vous êtes absente une journée, on prévient vos parents. Vous passez à la fac, c'est la liberté. Vous vous dites, oh là là, ça y est, plus de courrier, plus d'appels, je vais plus à la fac, je vais plus à l'école. Et c'est quand, au bout de 2 années, parce que j'ai raté quand même 2 années de fac, une année ne me suffisait pas, c'est quand mon papa m'a dit qu'il n'accepterait jamais que je rate l'école et que je n'ai pas de diplôme et que je sois une vagabonde de la vie. Et quand il m'a dit ça, il m'a dit, en fait, il m'a rappelé un petit peu les conditions dans lesquelles lui, il allait à l'école. Il se réveillait à 4h du matin et pour arriver à 11h. Et il allait à pied parce qu'il n'y avait pas de transport. Donc il a dit, et j'y allais des fois pieds nus parce que j'avais pas de chaussures. Et vous, ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez... la France qui vous paye tout, et au final, vous séchez l'école. Vous n'allez pas à l'école parce que vous n'aimez pas la tête du prof. Ou... Vas-y, donc je comprends pas comment tu peux faire ça. Vous ressentez quoi quand il vous dit ça? J'ai eu honte. J'ai eu honte parce que quand il m'a dit ça, parce qu'à chaque fin d'année, il me demandait « Alors, t'as eu ton diplôme ?» Non, je vais refaire une année. Et finalement, je me suis dit « Il faut que je change tout parce que j'ai pas le droit de rater ça. » C'est une des fiertés... auquel enfin, mes parents tenaient, et il fallait absolument que je me reprenne en main. Alors j'ai décidé de faire mon BTS assistante manager, et puis mon parcours n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Parce que j'allais pour faire le BTS assistant manager, donc le fait que je parle plusieurs langues, justement, ça a permis d'avoir un travail facilement et d'être en alternance. Puis finalement, quand j'ai eu mon BTS, je me suis dirigée vers les affaires internationales, et là j'ai travaillé dans une banque, à faire des crédits documentaires. Et pareil, rien à voir avec mon petit goût pour les robes. Donc, un peu comme Richard, qui à un moment donné avait réussi socialement, matériellement, on va voir dans un instant cette espèce de sensation qu'il est à côté de sa vie. Vous êtes dans une situation qui pourrait rassurer votre père, mais il y a quelque chose qui Mais cloche. c'était pas moi, oui. C'était pas moi, je me sentais pas forcément épanouie dans ce que je faisais. J'y allais en fait pour y aller. Pour avoir ce diplôme pour mes parents. Et finalement, j'ai réalisé qu'on vit notre vie, mais finalement, dans mon parcours personnel, je me suis rendu compte qu'on vit souvent ce que les autres veulent qu'on vive. Donc, pour mon papa, il fallait que je sois médecin, il fallait que je sois avocat, faire les études, c'est ça. Arriver en France, c'était devenir médecin, quoi, devenir avocat. Et le fait de dessiner, pour lui, c'est un passe-temps. C'est non, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il faut que tu révises. Et puis, il n'y croyait pas trop en ce petit rêve que j'avais. Alors, vos rêves, vous le formulez comment? Vous dites quoi? Eh bien, je n'osais pas lui dire, justement. Je n'osais pas lui dire que je voulais ouvrir une boutique, que je voulais faire des robes de soirée, des robes de mariée, parce que pour lui, ce n'était pas le beau métier. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est bon, j'ai eu mon master. Ça y est, ils ne peuvent pas me dire que j'ai raté mes études. Donc il faut que je vive ce que j'ai à vivre et il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et vous savez, c'est extrêmement difficile quand vous avez ce choc culturel, parce que vous avez vos parents qui ont une certaine culture, que je respecte énormément, parce que ça fait partie de mes origines. Et puis finalement, vous grandissez en France et on vous apprend aussi autre chose.
Donc vous avez ces deux types de mentalités qui s'affrontent des fois. Et des fois, ça peut être violent, que ce soit physiquement ou verbalement. Ça peut être très méchant, très violent, que ce soit de ma part ou de leur part. Et je me rappelle que ça m'avait souvent bloquée. Et souvent, je voulais laisser tomber parce que je me disais, à quoi bon, de toute façon, ils vont se dire que, voilà, que j'ai raté ma vie, quoi. Mm-hmm. Et le fait de se battre contre on peut se battre contre n'importe qui. Mais quand c'est vos parents, quand c'est vos proches, quand c'est vos tantes, quand c'est vos propres frères qui vous disent, non, finalement, c'est difficile parce qu'on veut pas leur faire du mal. On se retient, on sait qu'on est capable de faire du mal, mais on veut pas le faire. Vous êtes dans l'idée que votre rêve, votre épanouissement peut faire souffrir. Oui. Oui, à un moment, j'en étais consciente et je le savais pertinemment. C'est ce que je croyais, justement. Jusqu'au jour où ils ont réalisé que finalement, j'avais grandi, que j'étais plus la petite fille. Parce que finalement, j'ai l'impression que j'avais grandi à 9 ans. Qu'à 9 ans, même à 12 ans, j'étais pas une adolescente, mais j'étais une adolescente. Que j'avais des problèmes d'adulte, que j'ai pas vécu une enfance que tous les enfants de France vivent. Et quand ils se sont rendus compte que j'avais grandi, ils m'ont laissé faire ce que j'avais à faire. Et c'est là où j'ai commencé au début par 5 petites robes à la maison. Et les clientes sont venues, elles sont venues, et puis de plus en plus. Et vous saviez coudre ? Puis j'avais appris justement à coudre. Vous savez, mais ma meilleure expérience, c'était ma propre famille, parce que j'ai jamais vu plus exigeant que mes frères. Les garçons, c'est ça. Ils vont aller dehors, ils vont sauter à droite à gauche, ils vont jouer au foot, ils vont s'arracher le survêtement, le jean. Puis il fallait que je le couds. Ma maman voulait pas se prendre la tête avec la couture, donc c'était obligatoirement moi. Et quand je me souviens que quand je ratais cette couture, quand c'était trop visible, il fallait que je recommence. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Et puis, je ne pouvais pas dire, merde, quoi, tiens ton jean, je le coupe plus, c'est terminé, quoi. Non, c'était un choc culturel, donc on ne pouvait pas. Non, ça pouvait être le conflit direct, donc j'essayais d'éviter. Il fallait que je le refasse, même s'il fallait que je le refasse une 20aine de fois. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'arrive à faire des retouches et que ça ne se voit pas. Et quand j'ai vu que mes frères ne me redemandaient plus... Vous êtes dit, je suis prête. Je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai réussi, je crois. Et c'est là où, oui, je fais pas mal de retouches sur les clientes qui me disent souvent, oh, mais ça se vend même pas. J'avais envie de dire, tu connais pas l'expérience de vie que j'ai vécue à la maison, donc. Bon, on verra tout à l'heure, Nina, comment on fait des retouches une 20aine de fois sur des jeans jusqu'à être invité à la Fashion Week en VIP. Richard, c'est vraiment un point commun finalement, c'est que y a cette petite musique intérieure qui est là, et vous vous rendez compte que après cette enfance, on va dire dénigrée, cette réussite matérielle qui est là, vous réussissez dans l'immobilier, vous habitez dans une avenue prestigieuse de Paris, etc. Et vous disiez à un moment donné, c'est mon corps qui me parle. C'est-à-dire à un moment donné, j'ai des angoisses, je ne suis pas à ma place. Alors, est-ce que c'est radical la transition, ou est-ce qu'on fait ça progressivement ? Non, en réalité, je pense qu'il n'y a jamais rien de radical. Ça se mûrit, tout ça. Quand quelqu'un dit il y a quelque chose c'est très rare, à moins d'avoir un accident ou quelque chose comme ça, mais à mon avis, il y a une maturation pour arriver à ce moment-là, à cet instant T, qui est, c'est pas le burn-out, mais qui est de se dire, bon, ben voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut changer, il faut faire quelque chose. Par quoi ça commence pour vous ? Moi, ça a commencé parce que moi, c'était le malaise qui arrivait à son paroxysme. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas bien et j'avais l'impression de rater ma vie, quoi, tout simplement. Je disais, qu'est-ce que je fais ? J'avais vraiment une sensation d'avoir rien fait. Alors que j'ai fait quand même plein de choses. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as rien fait. T'étais là, tu perds ton temps, quoi. Tu gâches ta vie, quoi. Tu gâches ton temps, tu gâches... et malgré, effectivement, ce confort que j'avais tant rêvé quand j'étais jeune. C'était une réussite matérielle qui manquait de sens à ce moment-là ? Complètement, qui manquait de sens, en tout cas moi qui me remplissait pas. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'actions qui me remplissent et qui me donnent de l'émotion. Moi, j'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'avoir de l'adrénaline, de vibrer. Alors, ce crocodile qui est célèbre dans le monde entier, je veux savoir comment il arrive dans votre vie à ce moment-là. Et bien donc à ce moment-là, j'avais jamais arrêté en réalité, moi, la sculpture. J'ai fait plein d'autres trucs que j'avais montré, mais c'était un hobby finalement. C'était pour m'amuser. Et il y a un moment, donc, parallèlement à cet instant, il y a une de mes activités qui s'est arrêtée. Donc ça m'a aussi permis de prendre aussi ce recul. J'en avais les moyens aussi. Il faut être clair, hein, faut reconnaître les choses. Et je me suis dit, il faudrait que
je me lance secrètement aussi. J'ai le côté secret aussi qu'on retrouve un peu chez tout le monde. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur cette sculpture que je voulais pas être, moi, la représentation de l'animal tel qu'il est. Je voulais en faire mon. Et d'ailleurs, quand on regarde cette sculpture, vous pensez que c'est un crocodile. Mais en fait, pas du tout. Je lui ai donné des proportions qui sont complètement différentes. La tête est égale à la queue et est égale au corps. Donc, il y a 33%, voilà. Donc en réalité, un crocodile n'a pas une gueule comme ça du tout. Il a une gueule tout petite par rapport à son corps. Donc c'est l'interprétation de l'artiste. Voilà, c'est très dispo. Moi, je veux redonner, je veux reproportionner dans ma tête comment je vois l'esthétique. Voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours des scènes fortes et finalement, vous allez voir un galeriste pour qu'il vende votre crocodile. Et là, il vous dit quelque chose d'assez effarant. Oui. Et qui va provoquer quelque chose chez vous. Et regarde, il me dit, ah ouais, c'est pas mal, c'est vraiment sympa, etc. Et tout. Et bon, mais voilà. Alors bon, en gros, toi, t'es pas connu, donc ça fonctionnera pas. Donc moi, je pense qu'on peut, c'est un truc qui est pas mal. On peut faire des sous, on peut faire un business. Je vais te présenter un artiste qui est connu, c'est lui qui va signer l'œuvre. Et du coup, je pense qu'on peut, en gros, s'en mettre plein les poches, quoi. Façon de parler à l'époque. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous entendez ça? Bah, en réalité, je reste comme ça, quoi. Je suis un peu sonné, quoi, en réalité. Donc, je suis un peu sonné. Je me dis, c'est. Mina est choquée, mais Oui, vous êtes sonné aussi à ce moment-là. Oui, je suis sonné. Je suis sonné, mais je réfléchis quand même. Pourquoi on me dit ça? Parce que c'est vrai que moi, quelque part, c'est un peu le fruit de mes entrailles. C'est un peu tout c'est l'accouchement qui a été tellement long et tout. C'est un investissement parce que la sculpture coûte très cher. Hein, c'est pas comme la peinture. Et je reste comme ça. C'est vrai, je reste un peu de marre. Ça m'a réfléchi. Bon, j'ai vite repris mes esprits, hein, et j'étais assez choqué en fait finalement de cette. Moi qui viens un peu naïvement quelque part voir ce galériste, et du coup la proposition qu'il me fait, elle est juste incongrue. Et c'est là où je commence à rentrer évidemment dans les codes et dans tout un tas de trucs. Bon, évidemment, je décline effectivement cette proposition. Pas tout de suite, hein, parce que j'ai tellement choqué que j'écoute ce qu'il a à me dire, et puis je dis au revoir sans dire non, sans dire rien du tout. J'ai pas eu le courage d'assumer, parce que c'est un peu une vexation. Enfin, j'ai pas eu le courage d'assumer. Et en rentrant, je me dis, j'ai pas fait tout ça pour en arriver là, quoi. Mon projet, je vais le porter moi-même. Et donc, du coup, je comprends qu'il faut pas déjà me mettre en avant tout de suite moi. Et donc, c'est quelqu'un qui va m'aider, avec qui je vais travailler, qui va aller justement voir les galeries, les endroits pour pouvoir justement proposer ma sculpture, parce que j'en ai qu'une à l'époque, enfin en tout cas qu'un modèle. Et vos proches réagissent comment dans cette période-là? Ah, les proches, je leur cache encore un peu, c'est pas encore très voilà, il y a qu'à mon épouse qui me prend pour un barjot total. Et les proches, j'ai tenté de parler, mais on me prend pour un fou. Et puis il y a des gens qui sont du milieu, qui sont des collectionneurs, donc du coup ils me prennent un peu de haut. Ils sont un peu à dénigrer. Non, enfin bon, voilà quoi, c'est bien gentil ce que tu fais, mais voilà, en gros, c'est bon quoi. Vous allez avoir une idée formidable, en tout cas qui vous a réussi. C'est que vous allez avoir l'idée de fabriquer plein de répliques à ce crocodile pour que finalement on vous connaisse. C'est quoi l'idée qui est derrière ça en fait? L'idée d'en faire plein, c'est pouvoir justement être présent dans le plus d'endroits possible et que le bouche-oreille fonctionne et qu'on dise. Et après, si j'avais mis une sculpture à un prix exorbitant, ça n'aurait pas fonctionné. Donc l'astuce, elle a été de dire, on va les vendre en perdant de l'argent. C'est une forme de communication. Je pouvais le faire, hein, j'avais moyen de le faire à l'époque, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps. Mais en tout cas, parce que j'avais mis quand même pas mal de mes économies dans cette opération, et de faire une grande quantité, de les vendre pas cher. Après, c'est pas obligé que ça fonctionne. C'était un risque encore que je fasse. C'est ça le pari que vous faites. C'est le pari que je fais, et de me dire que ça va être le crocodile va être mon ambassadeur et va permettre d'être ma carte de visite à droite et à gauche. Et ça a fonctionné, puisque dès la première semaine, on a vendu une vingtaine ce qui est très rare aujourd'hui. Je vends pas 20 pièces par semaine, quelles que soient les pièces. Donc c'était vraiment un buzz pas possible. Le galériste donc en a vendu une quantité, et ça a continué. Bon, après j'ai eu des mauvaises expériences parce que c'est un milieu où c'est un milieu qui est très difficile. Aujourd'hui, vous êtes l'artiste français le plus vendu dans le monde. On verra ce que vous ressentez quand vous entendez cette phrase. Et donc, vous avez cette idée de le répliquer. Et alors, à quel moment Sharon Stone achète votre crocodile? Alors, Sharon Stone, pour la première fois, j'ai un autre galeriste que je rencontre qui me propose d'exposer pendant le Festival de Cannes. Et Sharon, elle fait un dîner. Je ne sais plus pourquoi, avec des gens du cinéma, je ne connais plus la cause exactement de ce dîner. Et en fait, on a eu l'idée de mettre sur chaque table, c'est un beau dîner blanc sur une plage, des crocodiles, donc sur chaque table. Et donc, moi, j'étais pas au dîner, j'étais pas invité, hein, j'étais pas du tout dans le truc, mais j'étais en marge de ce dîner. Et là, il y a effectivement Sharon Stone qui craque sur le crocodile et qui compte et qui achète deux d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc vous sculptez en secret.
vous avez cette idée. Et donc, à la fois, vous devenez le chouchou finalement des stars américaines, vous devenez le chouchou des médias, parce que votre histoire fait parler, vous devenez... vous vendez donc plein d'exemplaires. Enfin, encore une fois, c'est une vraie réussite. Ça a mis un peu de temps, quand même. C'est pas Pour un artiste, voilà, là, on va vite, c'est des ellipses. Mais dans le même temps, c'est important de le dire, vous qui aviez connu le rejet et le dénigrement, vous allez le connaître dans le milieu dans lequel vous entrez. énormément. Parce que le succès, c'est pas toujours, ça crée parfois des envies. Et donc, il va y avoir une certaine je sais pas comment vous les qualifieriez, mais en tout cas, dans le milieu de l'art, vous dérangez. Et il y a une scène très forte qui dit tout, c'est que vous êtes à la FIAC, donc la Foire internationale de l'art contemporain. Et qu'est-ce qui va se passer là? Parce que c'est une scène qui dit tout, je trouve. La scène de la FIAC, tout simplement, je soutenais une association caritative qui réalisait les rêves des enfants malades. Moi, j'avais qu'une sculpture, multipliée, mais j'avais pas d'autres modèles, c'était le début. Et donc, j'avais fait une proposition à la commissaire de l'exposition, c'était de pouvoir exposer ces sculptures pour en faire une vente au profit des enfants malades. Donc, elle a trouvé le projet qui était sympa, et elle m'a alloué un espèce de stand assez grand, d'ailleurs, c'était au Grand Palais. C'est sur les côtés où on peut mettre des grandes sculptures, etc. Et donc voilà. Et donc j'étais content de cette opération. Et il se trouve que ça commence. Et effectivement, on a beaucoup de gens, d'enfants qui viennent sur le stand. Donc il y a vrai intérêt. Ça manifeste un intérêt incroyable. Et bon, la première journée ça passe. Je reviens le lendemain. Et là, elle vient me voir. Elle me dit, je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir rester. Et bon, mais pourquoi? Parce que tous les autres exposants se plaignent de votre présence, vous n'avez pas suivi le cursus de l'exposition qu'il fallait pour être sélectionné, donc etc. Donc je me vois, c'était un vendredi, je crois, oui, c'était un vendredi, sur le coup de 15-16 heures, alors que ça jouait comme jusqu'à dimanche, à devoir plier bagages devant tout le monde, être envoyé un petit peu comme des malpropres. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je suis vexé, je suis à l'émotion, mais quelque part, j'étais à la FIAC, je me dis, je suis quand même resté 2 jours à la FIAC, c'était quand même pas mal. Après, il y a la jalousie, j'en prends la leçon, c'est de la jalousie, et c'est que de la jalousie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est dur, c'est une blessure. Mais j'ai eu bien pire. Pensez à quoi? Non, après, c'est effectivement le refus et la jalousie et surtout de ne pas être reconnu par ses pairs. C'est très dur. Moi, quand j'allais dans des dîners dans les premières années, on me demandait ce que je faisais. Ouais, je suis dans l'art. Parce que ma sculpture était connue, mais moi, on ne savait pas qui j'étais. De toute façon, les sculpteurs sont rarement connus. On ne connaît pas les images. Vous êtes dans la rue, vous demandez le nom des sculpteurs, on ne les connaît pas. Ce n'est pas quelque chose de très médiatisé. À part Andy Warhol ou Dali, enfin, il y en a très peu. Et donc, effectivement... c'est très compliqué. Donc, dans un dîner, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis dans l'art, mais quoi exactement? Vous avez une galerie? Donc, j'avais très, très honte en réalité. Parce que j'avais vraiment cette souffrance et il y avait un vrai dénigrement. Des gens très, très violents, très virulents. Ouais, c'est pas de l'art, c'est de la déco. J'ai eu des articles en 2010, parce qu'en 2010 déjà, donc 4 ans après avoir commencé, j'ai un grand article où je figure déjà parmi le top 10 des artistes français les plus vendus dans le monde. Et donc, il y a à chaque fois des éloges sur tous les artistes. Et quand on arrive à moi, j'étais 5e, je ne sais plus quel montant. Oui, Orlinski, c'est une réussite passagère, c'est qu'un feu de paille qui dans 6 mois sera éteint. Et en fait, il a vendu ses sculptures à des footballeurs fortunés. Mais bon, on n'en parle même pas, c'est un truc, et ça, c'est un expert. Et donc, j'ai été balayé. Donc, quand vous lisez un article comme ça, qu'est-ce que vous... c'est choquant, je suis révolté, je suis choqué, j'ai une haine quelque part, et qui me donne envie encore de continuer encore plus. Et après, j'ai beaucoup de gens qui m'ont donné des conseils, qui m'ont aidé dans mon parcours, qui m'ont dit, mais c'est bien, c'est-à-dire que tu suscites de l'intérêt, ça énerve, faut passer outre. Et aujourd'hui, c'est mon fonds de commerce. Aujourd'hui, je pense que j'aurais même pas envie d'être invité à la FIAC, ça m'intéresse pas. Je veux dire, dans l'art, c'est très, très violent. On a compris en tout cas que quand quelqu'un ne croit pas en vous, ça vous stimule. Et complètement. Donc, moi, c'est tout. Voilà, c'est les claques. Moi, ça me stimule. Une claque me stimule. Voilà. Vous en parlerez à votre psy. Oui, j'en parlerai. Ouais. Bon, en tout cas, on voit qu'effectivement, c'est un stimulant. Est-ce que vous, Laura, vous diriez la même chose? Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, et je le dis pour ceux qui nous rejoignent, donc vous êtes comédienne, vous habitez à Hollywood, vous tournez pour Hollywood, vous êtes une superstar en Chine, on va voir comment. Ça vous arrive de remercier ceux qui sont moqués de vous, toutes ces jeunes filles qui à l'école faisaient du harcèlement, parce qu'encore une fois, on sait aujourd'hui que c'est grave, à l'époque on ne le savait pas, et qui vous traitaient de cadavres. Et on a vu dans quel état ça vous mettait même de le raconter. Ça vous arrive de les remercier? Vous avez la sensation qu'elles ont eu un rôle dans votre existence, dans votre parcours? Non, je pense pas. En fait, bizarrement, non. Parce que c'est très bizarre, parce que notamment des filles m'avaient dit « Ah, tu verras, plus tard, tu nous remercieras ». Elle m'avait dit ça.
Je pense qu'au contraire, de toute façon, j'avais ça en moi. Et je pense qu'au contraire, des enfants plus fragiles, ça peut causer même des gros problèmes. Enfin, on parle beaucoup du harcèlement, des enfants qui se suicident. Donc moi, je pense pas que ce soit des bonnes choses. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous avez dit, bon, je découvre le théâtre à l'âge de 12 ans, je fais ça plutôt en cachette parce que c'est pas un rêve, c'est un rêve inaccessible. Vous faites des études. Et puis, comment vous vous retrouvez à être mannequin pour vos mains, ces mains dont on vous disait qu'elles étaient trop maigres, qu'elles étaient moches. Donc là, c'est quand même, on est dans un grand écart extraordinaire. C'est presque, votre vie est presque une parodie de l'existence. Oui, c'était un photographe que je connaissais qui me dit « mais t'as des mains formidables, il faut absolument que tu travailles, j'appelle une agence ». Et puis moi, j'y croyais pas trop. Et en fait, donc, je fais un casting où en fait, je suis choisie pour une marque de montres. Et donc derrière, en fait, donc, j'ai une agence qui est en fait spécialisée dans les mannequins mains et je fais un tas de... Donc des grandes marques. Ah oui, j'ai tout fait. Dans tous les domaines, dans la joaillerie. Ah ouais, toutes les grandes marques que vous pouvez imaginer de joaillerie, je les ai faites. Enfin, dès qu'il y avait une main, des mains, voilà. Et donc c'est assez inattendu pour vous? Parce que ça, vous n'aviez pas imaginé dans votre vie que ces mains qui avaient été dénigrées seraient recherchées à ce moment-là. Oui. Ça vous permet de payer vos études. Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que pour arriver jusqu'à la Chine. La Chine, alors la première fois que c'est arrivé, en fait, c'était j'étais très jeune, c'était pour en fait un voyage à Pékin pour la Fashion Week, où j'avais été sélectionnée. Finalement, je suis allée qu'une semaine, mais c'était ma première découverte de la Chine. Donc là, vous allez pour défiler? Ouais. Oui, je fais plein de défilés, j'adore. Je dis, ah là, c'est vraiment le pays que j'avais envie de découvrir. Je suis fascinée. Et donc, j'ai très envie d'y retourner. Et il se trouve, donc en mai 2011, je suis castée en fait par Jackie Chan pour un des rôles principaux dans un gros long métrage, un gros blockbuster chinois. Jackie Chan, c'est presque un dieu. Hein. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, effectivement, au Pérou, etc. Tout le monde connaît Jackie Chan dans le monde entier. Ah oui. Donc star planétaire. Et là, vous le rencontrez, il se passe quoi? Je rentre, je fais mon casting, j'ai donc 10 Chinois en face de moi, dont Jackie Chan. J'ai mon texte à la main, ils se mettent tous à parler en chinois comme si j'existais pas. Jackie Chan se lève, il va se mettre à côté de moi et je vois qu'il se mesure en fait à moi. Et ça a toujours été mon point en France. Je suis trop grande, même comme actrice, je suis trop grande. Vous mesurez combien? 1m75. À un moment, je triche, il faut que je dise 1m72. Parce que les acteurs français sont petits et donc plein de fois, j'arrive au casting, je me fais non, même pas la peine, t'es trop grande par rapport à l'acteur. Donc ça m'a toujours, ma Donc taille... là, il se met à côté de vous et il est plus petit que vous? Non, en fait, il est pas plus petit que moi. Mais moi, je me tasse bien et on a juste pas la même taille. Mais il met des grosses chaussures, moi, je suis bien à plat. Je pense qu'on a juste la même Donc vous taille. sentez que c'est décisif? Et je me suis dit, ça y est, là, maintenant, je vais me faire recaler comme d'habitude parce que je suis trop grande. Et en fait, il est très cool, il n'a pas d'ego. Donc ça se passe bien, il me demande de revenir pour ses vêtements, il me demande de revenir pour voir le directeur artistique. Donc là, vous ne savez toujours pas où vous êtes prise? Ah non, toujours pas, j'ai plein d'étapes. Après, la productrice vient me voir, elle me demande de revenir pour faire un dîner avec Jackie Chan et toute l'équipe. Donc je me dis, c'est plutôt bien parti, si la productrice vient me voir. Hop, j'y vais, j'arrive. Là, pareil, on me pose plein de questions. La productrice me demande si j'ai déjà été en Chine. Ils veulent savoir, en fait, ma personnalité. Je pense que le casting avec Jackie Chan, il y a la part casting, acting, mais il y a aussi la part humain. Donc, ils voulaient voir aussi... La résistance. La résistance, quelqu'un qui peut travailler, qui peut s'adapter, qui est sympa. Et c'était l'assistante française, donc la troisième assistante qui était française, qui me dit « Ah, Laura, je suis contente que tu sois en première option. » Quand je t'ai vue rentrer dans la pièce, ce matin, je me suis dit « Ah, c'est toi, la nuit, elle s'est dit. » Et donc, c'est là que j'apprends que je suis en première option. Personne ne m'a jamais rien dit. Et après, pendant des semaines, on m'a dit « Ne bouge pas, reste à Paris, parce qu'ils peuvent t'appeler pour des essais encore, machin. » Donc, je suis à Paris, j'attends. Le téléphone sonne, c'est un samedi. « Laura, tu peux être dans 1 heure à la production pour des essais de vêtements. » Donc, je demande à l'assistant, je dis « Mais est-ce que... j'ai déjà fait beaucoup d'essais, est-ce qu'on est encore beaucoup ?» Il me fait « Ah non, t'es en première option, maintenant il n'y a plus que toi, donc c'est toi. » Donc personne m'avait même... Comme ça que vous l'apprenez. Voilà. Incroyable. Comme ça que je Mais c'est souvent comme ça qu'on apprend qu'on a un rôle. C'est en fait les habilleurs qui vous appellent en premier. Qui faisaient votre... Donc vous savez que vous avez le rôle, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on va pas pouvoir tout raconter, mais il y a eu ce tournage, et puis il y a la sortie, et puis ce film est un énorme succès, et puis alors l'avant-première, c'est pas rien, parce que donc, je rappelle qu'en Chine, il y a plus d'1 milliard d'habitants, hein, donc du coup, forcément, ça se fait en grand, donc l'avant-première, c'est dans un stade. En fait, ils avaient carrément pris le stade olympique de Pékin, qu'ils avaient transformé en cinéma, donc c'était énorme. Et une avant-première, c'est un grand spectacle, c'est un grand événement. Donc, évidemment, il y a le tapis rouge, avec toutes les autres stars qui sont invitées, les acteurs du film, mais toutes les autres stars qui viennent voir. Et puis après, il y a un grand show, un gros spectacle. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour tous les films, mais en tout cas, le nôtre, c'était un énorme film. Donc,
mais il y a un grand spectacle avec des grandes stars qui vont chanter. Alors nous aussi, on va sur scène. À un moment, moi, je vais sur scène avec l'actrice chinoise. On a chacun donc on est interviewé sur scène, on a un truc à faire. Enfin voilà, et c'est diffusé devant des centaines de millions de Chinois. Enfin une promo énorme, quoi. Et donc justement pour la promo, en fait, je parlais chinois couramment. En fait, j'ai commencé à apprendre sur le tournage. Parce que je voulais aussi apprendre. Alors, ils m'ont appris, les cascadeurs m'apprenaient du wushu, c'est le kung-fu. J'ai appris à chanter en chinois. Et donc, le fait que je m'intéresse à leur culture et que j'ai envie d'apprendre, ça leur plaisait beaucoup aussi, je pense. Comment vous diriez, Richard a une carrière extraordinaire, ainsi que Mina? OK. Richard 和 Mina, 他们有非常有意思的工作，他们喜欢非常他们做的设计。 Voilà, vous pourriez dire n'importe quoi, mais je sens que c'est vrai ce que vous dites. Oui. Vous avez dit quoi? Ayant appris un tout petit peu le chinois à l'école, je reconnais quelques petits mots. Vous reconnaissez? Et donc, du coup, vous avez cette espèce de réciprocité, c'est-à-dire qu'ils vous adorent, vous les adorez, Oui. et donc il va se passer quelque chose. Vous allez vous retrouver à chanter en Chine? Oui, j'apprends. Alors c'est Jackie Chan qui m'avait dit, mais tu sais, si tu veux parler chinois, faut que tu chantes en chinois. Donc j'ai commencé à apprendre à chanter en chinois. J'adore, ça me plaît. Vos parents étaient vous voir là-bas? Vous ont vu être Non. célébrés par la Chine? Non, ma sœur est venue parce qu'en fait j'ai eu le Roding Awards de Best Global Emerging Actress. C'est une compétition un peu comme Les Césars chinois. voilà, Et vous avez le César, on va dire, du meilleur espoir. voilà. C'est le global parce que il y a pour les Chinois et moi c'était les étrangers. Et donc en fait quand j'ai fait par exemple quand j'ai reçu mon prix. J'ai commencé une phrase en anglais et après, je suis passée au chinois pour remercier. Et j'ai vraiment senti ce moment, j'étais très anxieuse, on était dans une immense salle, j'étais toute seule avec un micro, enfin, j'avais très peur de parler. Et quand j'ai basculé au chinois, il y a eu un grand souffle dans la salle. Et vraiment, j'ai senti ce souffle de tous ces Chinois qui me quelque part... Oui, je faisais partie d'eux. Bon, vous nous direz tout à l'heure comment ces parents qui voulaient que vous fassiez un métier sérieux, pour qui vous êtes devenu ingénieur pour faire plaisir, comment ils réagissent quand vous vivez tout ça, quand vous habitez à Los Angeles. Je vous posais la question, Richard, tout à l'heure aussi, hein, comment ce père qui vous a dénigré a vécu votre réussite. Mina, on a expliqué effectivement, et je le dis pour ceux qui nous rejoignent, que vous avez grandi donc en Afghanistan jusqu'à l'âge de 9 ans, que là aussi, pour rassurer votre père, vous allez tout faire pour être... intégré pour pas faire de vagues, etc. Vous allez faire des études, mais au fond, à un moment donné, grâce à vos frères, je dis que j'en prends votre formule, hein, vous faites comme ça des retouches, vous allez devenir très très bonne, vous allez dessiner vos premières robes, et puis jusqu'au moment où vous avez votre propre boutique. Comment vous vous retrouvez invité à la Fashion Week à New York? Alors, pour vous dire, j'avais démarré la carrière, enfin quand j'ai lancé l'entreprise, je m'étais dit, soit je lance tout de suite mes propres robes, mais je ne suis pas connue, donc c'est quand même un petit peu difficile de ramener la clientèle. Ou soit je représente des marques internationales et par la suite, je lance une petite ligne. Et donc j'ai opté pour la deuxième Vous avez option. ouvert une boutique de robes, c'est ça? Voilà. En fait, Donc, il y a des grandes marques. Je suis partie démarcher les grandes marques internationales. Et je me suis dit, je vais aller au culot. Je vais leur demander si je pourrais vendre leurs robes. Et quand vous arrivez comme ça, de nulle part, souvent on vous ferme la porte au nez. Et je me souviens, la petite action marrante, donc j'étais là, émerveillée par les robes. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais là? Normalement, j'aurais même pas dû être ici. Et j'entends en fait les directeurs, les dirigeants parler, et finalement ils parlent une langue que je comprends très très bien et que je parle couramment. Et ils parlaient le persan. Et eux qui étaient très sceptiques à mon égard, quand ils ont vu que je comprenais, que j'ai commencé à répondre dans leur langue, puis ça a créé tout de suite un lien communautaire. Et automatiquement, cette autorisation de vendre leurs robes, ils m'envoient les robes en France et enfin, j'y croyais moi-même, j'y croyais pas du tout. Hein. Je me suis dit, mais c'est un coup de chance ou la vie a fait que finalement, ce coup de culot a marché. Et c'est comme ça qu'au bout de 2 ans, j'ai mis pas mal d'argent de côté et puis j'ai lancé une petite ligne à moi. J'ai bien comme elle le dit discrètement. Voilà, Petite toute pour pas petite déranger. parce qu'en fait je me compare pas à ces créateurs. Pour moi, ils sont trop au-dessus. Et quand je l'ai lancé, je pensais pas que ça allait plaire autant. Je pensais pas que ça allait toucher jusqu'à New York où du jour au lendemain on reçoit un email. J'y croyais pas. Hein. J'ouvre le mail, je clique et oui, vous êtes Vous ouvrez invité. votre mail comme ça.
avec mon petit Gracieuse, même quand vous clic. ouvrez votre mail. Voilà. Et puis là, il y c'est a là où marqué quoi j'y croyais pas. Vous êtes invité à la Fashion Week de New York pour les jeunes créateurs. Donc vous savez, vous avez la Fashion Week officielle où vraiment c'est les grands couturiers qui y sont. Et puis vous avez cette petite Fashion Week qu'ils ont créée pour les créateurs, les jeunes créateurs qui sont, on va dire peut-être, je ne sais pas si je suis dans la voie des grands, mais qui peut-être se rapprochent un petit peu de la Fashion Week officielle. Et puis j'y croyais pas parce que on nous invite, tout est pris en charge. Je dis à ma collègue, mais je sais pas, est-ce que tu y crois? C'est une blague? Je vérifie l'adresse email. La première chose, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui blague avec moi. C'est une blague. Je vérifie l'adresse email et puis je vais encore plus loin dans la paranoïa. Je vérifie les fautes d'orthographe en anglais. Parce que je me suis dit, alors là, si c'est quelqu'un qui se fout de ma gueule, alors là, il est mal placé. Donc vous n'y croyez pas. Ça veut dire beaucoup, le fait de ne pas y croire. Oui, parce que... C'est que dans votre destin, celui qui est tracé au départ, c'est pas prévu, un truc comme ça. Non, je me suis dit, c'était pas ça. Enfin, je m'attendais pas à ça. Et puis, je me suis dit, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que mes parents vont me laisser y aller? Alors vous êtes déjà adulte à ce moment-là. Et oui. Et quand je leur ai dit, et puis surtout quand je leur ai dit que c'était pris en charge, ils m'ont dit, va, fais-le. J'ai vu que ils étaient entre la déception et le bonheur. Parce que la déception que je ne sois pas médecin, et le bonheur que je sois quand même quelqu'un. À quel moment vous vous êtes dit, c'est une sacrée claque au destin? C'est quand, je me souviens très bien, c'est quand les mannequins ont défilé. Elle sortait, c'est moi qui avais peur, c'est moi, j'ai failli tomber dans les pommes 20 fois. À chaque fois qu'elle sortait, je me disais, alors là, si elle trébuche ou si elle fait ci, qu'est-ce que je vais faire? Et après, c'était à mon tour de sortir. Alors je me suis dit, alors là, si c'est moi qui trébuche, c'est le pire. Et puis c'est là où je sors. Et puis il y avait tout ce public et il y avait toutes ces caméras, tous ces photographes qui prennent des photos. Puis il y avait plein de flashs, Au final, je voyais même plus où j'allais. Tu es éblouie, au sens propre. Ouais, j'étais éblouie, vraiment. Et je savais même plus où j'allais. Et d'un coup, c'est là où je me suis dit, ah mince, c'est là la claque que j'ai mis à la vie. C'est vraiment là. J'étais pas censée faire tout ça. Qui sait comment j'aurais pu finir si ma maman n'avait pas décidé de partir? Qui sait si j'allais être encore en vie? Oui. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je suis fière de ce que j'ai fait. Et ma collègue qui était à côté de moi, alors je prenais sa main, je levais sa main parce qu'il fallait que je me tienne à quelque chose à ce moment précis. Et je me souviens, c'est que j'avais le regard dans le vide. Je devais paraître schizophrène à ce moment-là, mais j'avais le regard dans le vide et j'écoutais toutes ces petites voix qui me disaient je pense que tes parents vont être fiers. Et en rentrant... Ils vous ont dit qu'il était? Ah oui, ils étaient trop fiers. J'aurais dit, tu vois, papa, je suis peut-être pas médecin, je suis peut-être pas avocat, mais j'ai fait quand même quelque chose. Et ma fierté ou mon épanouissement, je le vois dans le regard de mes clientes quand elles ont leur robe de mariée et qu'elles sont heureuses et qu'elles sont là à dire pour le plus beau jour de leur vie. Voilà. Et c'est là où je m'épanouis. Même si j'ai vécu 6 mois de misère, de galère, à chercher la dentelle, à chercher ci, ça, et puis finalement à maudire la robe, à me dire cette robe, elle m'a lessivée. Au final, quand je vois la cliente qu'elle est heureuse et qu'elle est contente, c'est là où je me dis... Ah oui, voilà, ça valait le coup. Ça valait le coup de ne pas dormir, de perdre 10 kilos pour son mariage. On dirait que c'était moi la mariée. C'est la technique. Tous les magazines féminins proposent des régimes. Vous vous dites, faites des robes de mariée. Ah oui, vous verrez, vous verrez. Bon, est-ce que, Laura, vous avez... D'abord, première question, vos parents qui rêvaient, à qui vous avez fait plaisir en devenant ingénieur, mais du coup, est-ce qu'ils ont formulé une forme de fierté en voyant votre parcours, là où vous habitez aujourd'hui à Los Angeles, et tout ce que vous avez fait dans votre vie, des choses que vous n'imaginiez pas vous-même, au fond? Ça a mis du temps. Pendant très très longtemps, ma mère me disait « Alors quand est-ce que tu vas prendre un vrai métier ?» Parce que comédien ou un métier artistique, c'est pas un vrai métier. Hein, oui, Et très récemment, ma sœur est artiste aérienne au Cirque du Soleil. Donc elle a aussi un métier artistique. Et donc très récemment, ma mère a dit « Oui, j'ai 2 filles qui font... ce qu'elles aiment dans la vie et qui vivent de leur passion et qui sont heureuses. » Ça, c'était la phrase de reconnaissance pour vous. Voilà, c'est important. Enfin, elles font ce qu'elles aiment. Et là aussi, comme Mina, c'est quoi finalement le message? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, votre histoire? Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Alors, j'ai envie de transmettre plusieurs choses. Déjà, quand on veut, on peut. Parce que je pense qu'il faut être très déterminé pour faire quel que soit le métier artistique. Et surtout, croyez en vos rêves, travaillez et vivez jusqu'au bout de vos rêves. Parce que si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, vous allez y arriver. Et c'est tellement important, on n'a qu'une vie, finalement, de faire ce qu'on aime et d'être heureux.
Le message est bien passé. On va continuer la conversation dans un instant. Richard, votre père dont vous avez parlé tout à l'heure, donc effectivement, on l'a vu, il n'était pas dans les encouragements, plutôt dans le dénigrement. Est-ce que vous êtes en contact avec lui? Est-ce qu'il a porté un regard sur votre parcours? Le fait que vous soyez l'artiste français le plus vendu dans le monde, est-ce que c'est quelque chose qui lui parle? Est-ce qu'il a formulé? Et est-ce que vous attendez finalement son point de vue? Non, en fait, j'ai très peu de relations avec lui, pour être tout à fait honnête. Et Vous avez attendu sa reconnaissance? non. Non, mon père, ce que je disais dans mon enfance, quand il est parti, c'était une délivrance. Donc, quelque part... Après, je l'ai revu par la suite, mais j'avais l'impression que c'était moi le père et lui l'enfant, quoi. Il y avait un rapport qui était un peu inversé. Et puis, on a perdu les contacts, n'a pas trop de contacts. Alors, d'où il est... il y a eu quelques forts, oui, effectivement. Je pense qu'il doit y avoir certainement une fierté. Parce que je le sais par des cousins ou par des gens comme ça qui me disent, mais moi, il m'a jamais rien dit, il m'a jamais appelé. Et quant à ma mère a toujours été fière de moi. Donc finalement, moi, j'ai pas eu non plus... j'ai pas fait les choses pour elle, j'ai pas fait les choses pour mes parents. Parce que j'ai un parcours qui est complètement atypique et complètement différent. Mais par contre, mes enfants, oui, c'est différent, parce que moi, j'ai des enfants, et c'est vrai qu'il y a une certaine fierté pour moi, et c'est plutôt avec mes enfants que je la vis, cette fierté. Alors, ils sont très pudiques, donc ils me le montrent pas, mais typiquement, j'ai un de mes enfants qui me dit jamais rien, ou parfois je l'appelle, je lui dis, tiens, regarde, je suis à la télé dans cette émission, il me dit, ah ouais, puis il s'en va, alors il regarde même pas la fin. Et par contre, j'apprends que quand il est dans les petits déjeuners en vacances, il parle de moi, et mon père il a fait ci, mon père il a fait ça, etc. Mais devant, c'est plutôt beaucoup de pudeur. Le grand, alors là, c'est encore pire, c'est genre vraiment très je m'en fous, mais au fond, je parle avec des amis et ils ont une vraie fierté. Après, j'ai ma fille là qui est plus qui est plus dans l'émotion, qui dit super. Je l'emmène parce que je les emmène beaucoup dans plein de choses et je lui rends compte de ce qu'on vit là, parce que on a fait là, ces dernières années pas mal de choses un peu incroyables, et elle est très très fière et très contente, et même ce qui est drôle, c'est qu'elle me dit, ah vraiment, j'en ai marre, mes copines me demandent, ah t'es la fille de trucs. Donc voilà, donc il y a tout un tas de petites choses. La fierté de vos enfants finalement donne du sens à tout ça. Plus ça, ma mère aussi, mais elle se rend pas compte. Bon, malheureusement ma mère est malade, etc. Donc j'aurais aimé qu'elle puisse mieux vivre tout ça pour justement qu'elle ait cette fierté, mais on n'a pas eu tout à fait la chance dans le timing. Je l'ai pas eu non plus avec ma grand-mère, qui a pas vu mes enfants. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète. Donc je vis des choses un peu dures pour moi, parce que je revis des histoires difficiles qui se répètent avec les générations. Mais c'est oui, les enfants, eux, oui, ils peuvent profiter de ça, et je les intègre à chaque aventure. Voilà. Donc c'est pas avec les parents, mais c'est avec les enfants. Donc votre histoire, elle nous dit quoi? Moi, j'ai un message qui est un peu calqué sur celui de Laura, parce que le travail, pour moi, qui est une vertu qui est incroyable. Il y a récemment une masterclass dans une fac, etc. Et je sais pas comment ça s'appelle, le proviseur, je sais pas, qu'il est très content du message, parce que je disais qu'il faut travailler, que c'était vraiment une des grandes vertus, c'est comme ça qu'on pouvait réussir. Effectivement, toujours croire en ses rêves, évidemment, croire en ses rêves, et puis surtout se donner les moyens. Parce que les problèmes, les gens, parfois, ils veulent croire en leurs rêves, mais ils ne donnent pas les moyens. C'est-à-dire qu'il suffit pas de croire en ses rêves, il faut aussi faire en sorte que les rêves ils aboutissent. Et surtout aussi ne pas faire attention, et c'est important effectivement, à ce que disent les autres. Alors ça peut être des forces ou non, ça peut être, parfois c'est jamais agréable, les critiques, ou prendre des claques, prendre des flèches, etc. Il faut qu'en fait, dans les échecs, que chaque échec, ça permet de devenir une victoire derrière, que ça mette quelque chose de positif. Et moi, mon message, c'est de transformer tout ce qui est négatif, et je le fais dans mes sculptures, en quelque chose de positif. Moi, c'est vraiment le côté, la vie, le positif, etc. Il faut être toujours positif. Et voilà. Alors, et vive le présent, c'est surtout très important. Et vive le présent. On va continuer cette conversation. Je propose de regarder le reportage sur une jeune femme qui va vous plaire. Ça correspond à ce que vous venez de raconter. Transformer le négatif en positif. Elle est née en Afghanistan. Elle a 20 ans aujourd'hui. Elle a été réfugiée en Iran et promise à un mariage forcé. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'obstacles sur sa route. Elle rêvait d'être rappeuse et elle parle de ça. Vous la connaissez ? Elle s'appelle Sonita. Elle n'a jamais baissé les bras. Elle a produit son premier clip. Elle vit aux États-Unis. Je propose de découvrir ce fabuleux dessin. C'est très inspirant. On en parle juste après. Sonita est afghane. À l'âge de 10 ans, sa mère veut la marier pour gagner de l'argent. Je ne savais rien sur le mariage forcé des enfants. Je ne pensais qu'aux nouveaux vêtements que j'allais porter. Et j'imaginais que c'était comme un jeu d'enfant. Mais quand j'ai eu 16 ans, on a retenté de me marier.
Et là, j'étais effrayée de vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. به خاطر چاقرم پول می بیچاره کنی بدبخت کنی که سرنوشتن خرابتر میشه. خب بس نیتابو گفته و رزی کرده. نمیگم رزی میشه. اگه رزی نشد چی؟ رزی نشد برو میای دنبالی. C'est une tradition chez nous, et je ne lui en veux pas. Pour elle, c'était la chose à faire. J'avais un cahier où j'écrivais tous mes rêves. Je collais des photos de tout ce que j'aimerais avoir dans le futur. Je l'ai ouvert et quand j'ai vu tous mes rêves, j'ai compris que je ne pouvais pas accepter ce mariage parce que j'avais mieux à faire dans ma vie. Et puis j'ai entendu du rap et j'ai réalisé que c'était le meilleur moyen pour dire ce que j'avais dans le cœur. Cette vidéo devient virale et sera regardée près de 800 000 fois sur les réseaux sociaux. Sonita obtient une bourse et réalise son rêve, partir s'installer aux États-Unis. Quand je suis arrivée dans l'Utah, je les ai appelés et je leur ai dit que j'étais aux États-Unis. Ma mère était choquée. Elle était furieuse. Mais après quelques mois, j'ai donné mon premier concert et elle a vu mes vidéos à la télévision. Ma famille a commencé à approuver et à être contente pour moi. Elle est devenue ma première fan. Je n'arrive même pas à le croire. Un reportage très fort, votre réaction dans un instant, mais auparavant je vous présente mes camarades qui nous ont rejoints pendant le reportage. Mon ami Mathieu, Brigitte, Luc et Aude. Bonjour. Salut les camarades. Salut. Une réaction spontanée, alors c'est vrai qu'elle est née dans le même pays que vous, ensuite ça se passe en Iran, son histoire. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écoutant ce parcours ? Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu, mais c'est un petit peu ce que toutes les femmes afghanes, elles vivent, je pense. Avant même d'être née, ça me rappelle énormément en fait les disputes que j'ai eues à la maison. Mais avant même d'être née, en fait, on m'avait déjà promise à mon cousin. Et ma maman, à cette époque-là, elle était en Afghanistan. Donc c'est culturel, ça se fait. On ne peut pas en vouloir à une personne qui a grandi dans des traditions, dans une culture un petit peu différente, et lui dire c'est à cause de toi. Donc pareil, comme elle dit, je lui en veux pas parce que si j'étais là-bas et que si j'avais grandi là-bas, j'aurais peut-être fait exactement la même chose. Et finalement, vers les de 15-16 ans, on a commencé à me parler du mariage. J'allais à l'école. J'ai dit mais c'est pas possible parce que je vais à l'école, je suis encore au lycée. Quel mariage? Et puis lui, il est de l'autre côté du monde. Nous, on est là. Moi, je repars pas là-bas. C'est terminé. Et puis refuser une fois, deux fois, j'ai dû me battre comme ça jusqu'à très longtemps. Parce que je devais entendre ça à peu près tous les ans. Vous savez, en Afghanistan, les jeunes filles sont mariées à l'âge de 9 ans. Par exemple, ma grand-mère, elle a été mariée avec mon grand-père à l'âge de 9 ans. Ça commence à partir de 9 ans. On est enfant, on ne sait même pas ce que ça veut dire le mariage. On croit vraiment que c'est une fête et puis c'est fini. Et au final, j'en perds mes mots parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Puis au final, on a l'impression que quand vous vous mariez à 25-26 ans, je me suis mariée personnellement l'année dernière. On a l'impression que vous êtes vieille fille. Et pour eux, c'est vraiment ça, oui. Vous êtes vieille fille parce que les hommes ne cherchent plus. À 28 ans, c'est terminé. Vous êtes périmée, je crois. Hein. Mais quand vous avez 13, 14 ans, c'est la jeunesse, c'est l'âge apparemment pour se marier. Là, ça a changé, ça commence à changer petit à petit d'après les retours que j'ai avec l'Afghanistan. Et je me souviens très bien que j'ai dû me battre à plusieurs reprises. Et vous savez, quand vous refusez, quand vous dites non, 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 et bien finalement, ils ont l'impression que vous avez un problème. Que vous avez fait peut-être quelque chose qui pourrait déshonorer la famille. Et en fait, vous vous sentez quelque part un petit peu sali. Bon, faut que je me reprenne.
c'est vrai que souvent, on était dans ces conflits de chocs culturels et ça aussi, c'est des obstacles. Parce que automatiquement, quand vous avez un obstacle dans votre vie privée, vous voulez tout laisser tomber. Que ce soit la vie professionnelle, que ce soit les études. À plusieurs reprises, j'ai voulu laisser tomber les études et me dire, voilà, tenez la monnaie de votre pièce. Et puis je me suis dit, non, je vais me battre jusqu'au jour où je vais dire, voilà, je vais me marier. Puis ça s'est passé comme ça. Un jour, je suis allée les voir, je dis, papa, je vais me marier. Alors là, le choc de titan, parce qu'il est tombé de très loin, de très haut, et surtout que j'ai choisi le bon moment où il était en train de se disputer avec ma maman. Comme ça, je me suis dit, allez, hop. Une pierre de coups. Oui, je dis, ça va passer. Vous êtes déjà dans l'état de colère, donc allez hop, c'est parti, je vais alimenter votre colère. Et vous savez, quand vous vous mariez, je me reconnais complètement. Le fait de dire ensuite aux personnes à qui vous avez promis votre fille que votre fille ne veut pas, vous avez l'impression que vous avez sali vos parents, vous voyez. Ouais. Vous avez cette impression que vous n'êtes peut-être pas la fille idéale qu'ils auraient pu avoir. C'est ça qui m'a un petit peu blessée, mais au final, je m'en suis sortie. Je me suis dit, je ne me suis pas battue pour rien, ça valait le coup. Et je vis justement avec un homme que j'aime et je ne me serais pas vue avec quelqu'un d'autre, quoi. C'est un joli Un dénouement. Afghan. Un joli dénouement. Et donc, Luc, comment cette jeune fille, qui est donc à 20 ans, va pouvoir se retrouver aux États-Unis et donc avoir l'idée de créer sur cette situation? Qu'est-ce qui fait qui va rentrer dans sa vie à quel moment? Il va y avoir tout un concours de circonstances, mais elle va avoir surtout beaucoup de poigne et d'abnégation et de courage. Parce qu'en fait, à l'âge de 16 ans, en fait, elle quitte l'Afghanistan parce qu'on lui demande de se marier de force. Voilà, et elle part. Elle fuit, elle part en Iran, juste à côté. Et là, elle se retrouve dans un foyer de jeunes enfants réfugiés originaires d'Afghanistan en Iran. Et à ce même moment, se tourne un documentaire par une réalisatrice qui s'appelle Roxaregaem Magami, qui est une réalisatrice qui fait un documentaire sur la vie de ces enfants dans ces centres pour réfugiés. Et là, elle repère Sonita, parce qu'elle se rend compte que déjà, elle a une vraie passion pour la poésie et pour le rap. Elle fait vraiment claquer les mots au quotidien, c'est quelqu'un qui aime les mots, et puis qu'elle veut vraiment se battre contre ces mariages forcés, justement. Et à ce moment-là, aussi, il y a sa maman, la maman de Sonita, qui la rappelle, qui lui dit maintenant, soit tu reviens, ou c'est moi qui vais venir te chercher, parce que il faut venir te marier. Non seulement il faut venir te marier, parce que quand on se marie, il y a une dot aussi. C'est-à-dire que ce mariage, il va rapporter à la famille $9 000. Et ces $9 000, ils vont pouvoir servir à pouvoir payer le mariage du frère de Sonita. Parce que lui, en tant qu'homme, il va falloir qu'il donne une dot à la famille de sa mariée aussi. Ah oui, d'accord. Donc, comme elle le disait dans son clip, ces femmes sont des marchandises, un petit peu. C'est exactement ça. Oui. C'est pour ça qu'on le voyait dans le clip, elle a un code barre sur la tête, comme ça. Et donc Sonita, elle se démonte pas, elle demande à cette réalisatrice, qui s'est pris d'affection pour elle, elle lui dit « Achète-moi, paye ma liberté ». Alors $9 000, c'est quand même une somme. La réalisatrice réussit à réunir $2 000 pour acheter un sursis. C'est-à-dire que Sonita peut rester 6 mois de plus en Iran. Et à partir de là, la réalisatrice change son fusil d'épaule, décide de réaliser un film sur Sonita, sur son combat pour sa liberté. Et en fait, son film va s'appeler Sonita, à partir de ce moment-là. Et donc, il va avoir du succès. De quelle manière? Alors du coup, ce film sortira en 2015. Il aura un succès international vraiment retentissant, salué unanimement par la presse internationale. Il va obtenir le Grand Prix du jury au Festival de Sundance, qui est quand même un sacré festival. Le film indépendant américain. Exactement. Et Sonita va devenir la porte-parole de ces femmes qui luttent contre les mariages forcés. Et alors, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Aujourd'hui, Sonita, elle fait du rap, voilà, mais elle l'a mis un petit peu entre parenthèses. Mais elle a réussi, grâce à cette réalisatrice, à pouvoir s'expatrier grâce à une bourse aux États-Unis. La réalisatrice l'a beaucoup aidée pour avoir des papiers, pour tout ça. Elle fait aujourd'hui aussi des conférences. Elle a notamment participé à Women into the World. C'est un rendez-vous annuel des femmes leaders à travers le monde qui veulent changer le monde et pour la condition des femmes. C'est une porte-parole. Une porte-parole, exactement.
Et aujourd'hui, elle rêve aussi de continuer ses études, de devenir avocate, parce qu'elle veut défendre le droit des femmes. Et sa maman, aujourd'hui, se bat en Afghanistan à sa petite mesure, mais pour faire changer les mentalités vis-à-vis des femmes. Et elle avait aussi une sœur qui était promise à être mariée, qui ne s'est pas mariée, qui est devenue artiste peintre en Afghanistan. C'est super. Une personne inspirante et qui inspire le respect. Voilà, Oui. Sonita. Merci, Bravo. merci Luc de nous raconter l'histoire de Sonita. Et donc, évidemment, je n'imaginais pas que ça provoquerait autant d'émotions, mais effectivement, elle est une porte-parole pour des millions de jeunes femmes. Absolument. Donc c'est une histoire inspirante. Je me retourne vers Aude pour savoir si tu as aussi une histoire inspirante à nous raconter, qui a réalisé ses rêves, qui a réussi à changer son destin. Oui, et là, je vous emmène en Afrique du Sud, à Durban. Et je vais vous présenter Talent. Alors, Talent, ce qui veut dire en zoulou, talent. Donc, il était prédestiné Fastoche, on parle le Fastoche, je parle le zoulou couramment. Et donc, évidemment, il était prédestiné à réussir. Et pourtant, comme Sonita, sa vie a commencé, c'était loin d'être un conte de fées au départ pour lui. À 9 ans, quand il est tout jeune, pour échapper à la violence de son beau-père, il se retrouve à vivre dans la rue. Il a quand même quelques amis et l'un d'entre eux lui offre un skateboard. Une planche qui va finalement devenir pour lui comme un peu une baguette magique. Il fait du skateboard toute la journée, il commence à être très prometteur dans cette discipline. Et là aussi, c'est une rencontre qui va changer le cours de son existence. Talent va rencontrer Tammy. Elle fait partie de ceux qui croient en lui, qui le soutiennent, et elle décide de le sauver de la rue et de lui offrir un logement. Enfin, elle l'héberge pour qu'il tombe pas dans la drogue, dans les gangs, voilà. Et donc elle l'héberge et puis elle lui présente une amie à elle qui est réalisatrice, une jeune réalisatrice qui s'appelle Nathalie Jones. Et cette Nathalie, elle rencontre Talent pour la première fois, et là elle est subjuguée par son charisme, par son histoire incroyable, et elle se dit, je vais faire un documentaire sur ce jeune garçon. Elle passe 3 ans avec lui, avec sa caméra, elle le filme tous les jours, quand il fait du skate, quand il apprend à lire, à écrire, quand il rencontre des grands skateurs internationaux, quand il fait ses compétitions. Et puis ça donne un film qui est extrêmement émouvant, qui s'appelle I Am Talent, et dont on va regarder la bande-annonce. Vous sortez de Durban pour rejoindre le skatepark. Il se distinguait des autres par son style incroyable et son talent naturel. C'est pas une coïncidence qu'il porte ce nom. Je me suis dit, waouh, ce mec, il a un sacré talent. Je lui ai dit, j'aimerais t'aider. Sa réponse a été, tu ne peux pas, je vis dans la rue. Talent vivait dans le skatepark. Il dormait dans un coin. C'était le boss du parc. Il savait tout ce qui s'y passait. Je ne peux pas vivre comme ça pour toujours. Je l'ai fait jusqu'à présent, mais je ne sais pas si ça va durer ou si je vais tenir. J'ai vu qu'il se donnait beaucoup de mal pour survivre. C'était maintenant ou jamais. Je veux simplement lui faire découvrir tout l'univers du skate, celui de la rue et le milieu professionnel. Je veux qu'il soit aux premières loges de tout ça. Tu apprends des choses grâce au skateboard que tu n'es pas censé savoir si jeune, particulièrement sur le dévouement et l'importance de connaître l'échec. Quand je descends de ma planche et que je regarde autour de moi, je me dis « Qu'est-ce que je fais là ?» J'aimerais avoir un plan pour mon avenir. Mais je prends la vie comme elle vient, jour après jour. Nous qui skatons pour vivre, nous savons la discipline que ça demande. C'est toute notre vie. Talent a commencé sa vie grâce au skateboard. Le skate, c'est devenu qui. I Am Talent. Et alors, il devient quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il a 21 ans. Il vit à Los Angeles, parce que vous l'avez déjà croisé, Laura, du côté de Venice Beach. Donc il est là-bas une star. Il est sponsorisé par des grandes marques prestigieuses. Et lui aussi, comme Sonita, il fait des conférences dans le monde entier pour justement parler de son parcours, redonner confiance à d'autres jeunes. Lui, il veut être inspirant. Puis c'est aussi, il s'est créé sa propre famille, puisqu'il a plus de famille. Donc avec ses copains skateurs, il s'est finalement créé sa propre famille. Donc je trouve que c'est encore un bel exemple de résilience et qui montre qu'il n'y a pas de fatalité, que même si on démarre mal dans la vie, on peut déplacer des montagnes. J'adore ces histoires. Moi aussi, j'adore cette Merci histoire. beaucoup. Et donc, Brigitte, Oui. c'est ta dernière chronique aujourd'hui.
Comment tu te sens? Mal. Très Mais mal. c'était une telle souffrance pour toi qu'on pensait que tu serais soulagée. Mais ça, je sais pas si t'as remarqué, ça allait un petit peu mieux quand même. Il m'a fallu presque une année pour m'y faire, mais bon, manque de peau, ça s'arrête au moment Alors, où est-ce je que tu m'y nous fais. racontes une belle histoire aujourd'hui, puisqu'on parle effectivement de ces vies qui peuvent ressembler à des contes de fées, qui nous montrent en tout cas que tout est possible. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'une jeune fille, une jeune femme. Elle a 31 ans aujourd'hui, qui depuis toute petite était passionnée de danse. Voilà. Elle s'appelle Marlène Gobert. Maintenant, elle s'appelle Maha, hein, son nom d'artiste. Voilà. Et donc, Marlène, donc, elle est passionnée de danse et elle adore aussi le rap, qui est sa passion aussi. Elle fait des études classiques, elle fait un master de communication. Elle commence à travailler, elle est chargée de communication dans une boîte. Et puis, à 28 ans, ça lui plaît plus du tout. Elle part faire un voyage humanitaire au Mexique, dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés. Et là, c'est une espèce de déclic. Elle se dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour ces enfants? Et elle demande à la directrice du centre si elle peut leur donner des cours de danse. Et hop, elle réalise un petit peu son désir de petite fille. Et elle leur donne des cours de danse, ça se passe super bien. Elle revient en France. Elle décide de changer complètement de vie pour réaliser son rêve d'enfant. Et 1 an plus tard, incroyable, elle se retrouve dans une troupe de danse. Et pendant 2 ans, elle fait des tournées, etc. Déjà, elle réalise son rêve d'être danseuse. Elle réalise son rêve de petite fille. Et là, elle crée un collectif avec un copain à elle, qui est réalisateur, Olivier, qui s'appelle La Piraterie. Et donc, je ne sais plus. Avec 8 artistes, c'est moi, un petit peu pas m'en vouloir. Donc 8 artistes qui sont issus du monde de la danse, du rap, Arrête. Il essaie de ne pas te déstabiliser. Il ne t'interrompt pas, il n'ose même pas te regarder. Je le sens. Donc arrête de quoi? Arrête de respirer. De respirer, Donc du hip-hop, du rap, de la photo, enfin 8 artistes différents. Qui ça? Non, je plaisante. Non. Non, pas du tout. On comprend tout. Je suis toute troublée. Bon, voilà. Et donc, pour apprendre à ces enfants, le but de c'est d'apprendre à ces enfants qui sont des enfants de réfugiés. J'ai oublié de le dire. Et on leur apprend à écrire leurs textes en rap. Ils font de la musique. Ils font la musique et ils apprennent une danse et ils font un spectacle avec ça pour leur permettre de changer un peu de leur environnement et surtout de s'évader, d'être créatif. Tu vas me manquer, toi. Non, puis alors je vais te faire un coup super sympa. Je vais demander à Laura de résumer ce que tu viens de dire. Oh là Vous n'avez rien compris. Donc Laura, mais on a fait exprès de t'interrompre. C'est possible. Donc, parce que c'est important, cette jeune femme fait un travail incroyable. Donc en résumé, vous diriez ça comment? En résumé, je trouve ça bien parce qu'elle permet à des enfants qui ont vécu des situations très traumatisantes, qui arrivent en France, qui sont certainement perdus parce qu'ils comprennent rien. Déjà, certainement, ils parlent pas français. Ils comprennent pas la culture, un peu comme quand tu es arrivé en France ou quand je suis arrivée en Chine. De se rattacher à l'art je pense qu'ils ont vécu vraiment des choses traumatisantes et ils ont besoin de sortir ça. Exactement. Pour pouvoir grandir et de façon équilibrée. Et ça vous fait quoi de savoir que ça existe? Je trouve ça bien parce que en fait, je pense que l'art malheureusement a une place trop petite dans nos sociétés et je trouve que l'art c'est très important, ça permet énormément de choses. C'est pas Richard qui va vous contredire. Non, vraiment pas. Bon, merci pour cette belle histoire. Merci à Laura, elle pourrait prendre ma place. Voilà. Maha, en tout cas, on l'encourage effectivement. Et effectivement, on a essayé tout au long de l'année, dans cette deuxième partie d'émission, de mettre un coup de projecteur sur des êtres humains ici ou là qui avaient finalement des idées, qui allaient au bout de leurs idées, qui souvent se sortaient de situations très compliquées, qui étaient des résilients, mais qui changeaient le monde à leur manière. Et c'est vrai que on a été très heureux de vous les présenter. On est très heureux de vous montrer ces gens finalement qui représentent la forêt qui pousse. C'est vrai que les médias s'intéressent souvent à l'arbre qui tombe, qui fait plus de bruit, des mauvaises nouvelles. Et puis il y a des choses ici ou là. Et ça donne parfois l'impression à certains que ce sont des gouttes d'eau dans l'océan, finalement. Et moi, je vais me retourner vers Mathieu, qui est historien, mais il est aussi historien du futur. Et finalement, il a une sorte de vision globale de ce qu'on est en train de vivre dans notre époque. Et qu'est-ce que, en présentant tous ces gens qui font des choses formidables, est-ce que ça peut avoir une influence, finalement, ou est-ce que c'est une goutte d'eau dans l'océan et c'est vain? Pendant un an, on a montré
On a écouté le bruit de la forêt qui pousse. C'est une belle phrase, ça. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Donc c'est pas une goutte d'eau, c'est juste un mouvement planétaire d'une nouvelle civilisation. Et donc chacun, à notre place, on fait notre part, comme le dit Pierre Rabhi, qui est un monsieur qu'on a beaucoup convoqué aussi cette année, qui est un agroécologiste, qui est apôtre de la sobriété heureuse. Mais moi, je pense qu'il est temps maintenant de faire peut-être plus que sa part. Faire plus que sa part, c'est comme cette belle initiative du second sac. Le second sac, c'est vous allez en promenade avec votre pique-nique, vous prenez votre sac à pique-nique et vous prenez un autre sac pour ramasser sur le chemin aller, sur le chemin retour, des choses qui ne devraient pas exister à votre vue dans la nature. Des déchets, quoi. Je le fais. Des déchets, tout ce que tu veux. Mais elle le voilà. fait. Voilà. Et moi, je le fais dans Paris. Sur la plage. Même Moi pas aussi, besoin sur la d'attendre des plage. pique-niques. Et voilà. À l'aller et au retour. Je ramasse les gros morceaux noirs de pollution. Exactement. Les bouteilles, Ça, de c'est nourriture. faire plus que sa part, mais sans jugement. C'est pas « oh, qu'est-ce que ça fait là ?» ou « c'est pas à moi de le faire ». On le fait et c'est tout. Et on n'est pas les seuls à le faire, on est plein à le faire. Ça, c'est faire plus que sa part. Moi, je pense qu'on est dans un moment de notre histoire où on peut faire plus que sa part ensemble, grâce notamment à la connectivité du monde. C'est un peu à l'image de Rainer Novak, qui est un entrepreneur estonien qui, lui, avait ras-le-bol de voir des décharges sauvages partout en Estonie. Et donc, il est allé voir l'État en disant « c'est plus possible ». L'État lui a dit « ok, c'est un problème, mais c'est pas mon problème, c'est le problème des municipalités ». Ok, il est allé voir les municipalités. On a un gros problème avec ces décharges. Ok, c'est un gros problème, mais on n'a pas de budget. Là, Rainer, il s'est dit, ok, on s'en occupe. Et on s'en occupe, c'est Let's Do It, c'est son initiative. Il a pris 20 amis à lui, et ils ont fait 3 choses. La première chose, c'est qu'ils ont géolocalisé, grâce à la technique, toutes les décharges sauvages de toute l'Estonie. Il y en avait 10 000. Deuxième chose, il a commencé à prendre des partenaires financiers pour le matériel et des partenaires médias pour la mise en puissance. Troisième truc, de préparer le jour J. Et le jour J, c'était le 3 mai 2008, où là, il y a 50 000 Estoniens qui sont sortis, qui ont, en 5 heures, pris 10 000 tonnes de déchets, et le problème a été résolu en une seule journée. Si les autorités avaient dû le faire, c'était 22 millions d'euros, c'était 3 ans. Là, ça a été 5 heures et 500 000 euros. Donc c'est le pouvoir des citoyens que tu es en train de dire. Le pouvoir des citoyens ensemble et de la bonne manière de se coordonner. Et ça s'est répandu. La Lettonie voisine a décidé de faire pareil, le Clean-up Day, le jour du grand nettoyage. Et là, c'est 210 000 Lettons. Là, c'est 10% de la population. Les Slovènes, ils ont dit, bonne idée. 13% des Slovènes, eux, se sont bougés au jour J. Maintenant, c'est dans 113 pays. C'est 479 journées cumulées et c'est 17 millions de bénévoles. Tout ça pour vous dire que ça résume... Ça part de l'idée d'un gars. Un seul gars qui, comme vous, voulait faire quelque chose. Et moi, je trouve que ça résume l'énergie de l'époque. Une énergie de l'empowerment, ce truc un peu difficile à traduire en français, entre super-héros et énergie, l'empuissantement, comme disent les Québécois. Et la bonne nouvelle, c'est que ce mouvement, il est déjà à l'œuvre, qu'il est planétaire, et que toute une année, on a montré qu'on n'était pas esseulés, mais qu'on était légion. Voilà, merci camarades, parce qu'effectivement, c'était une manière pour nous de vous dire qu'on a été très très heureux de vous présenter à la fois des êtres humains qui venaient nous raconter leur histoire et qui venaient essayer d'inspirer ceux qui nous regardent, dire si je l'ai fait, vous pouvez le faire, qui venaient nous raconter des choses terribles qu'ils avaient traversées, sans doute les choses qui nous font le plus peur parfois, et qui nous disent il y a un après. Donc on a été très heureux de l'entendre. Et avant de remercier les équipes, parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de travail pour beaucoup de gens d'être là tous les jours et de proposer ce programme. Je voudrais juste qu'on parle de votre livre, Richard Orlinski. Ça s'appelle « Pourquoi j'ai cassé les codes ». Vous l'avez un peu dit dans cette émission. Vous êtes là pour raconter qu'effectivement, ça peut être chaotique parfois, incompris parfois, douloureux aussi. Mais au final, vous êtes plutôt content du résultat. Ah oui, je suis content du résultat. Et puis je pense que ça pourra donner des idées à d'autres personnes d'en faire autant. Et puis je pense que c'est une forme aussi de bousculer les codes, de faire toutes ces actions qui sont un petit peu venues, qui sortent un peu de nulle part. Et je pense que ça peut faire évoluer, que c'est vachement important. Et que moi, casser les codes, c'était plus pour toutes les castes qu'il y avait dans différents milieux artistiques, etc. Et c'est-à-dire qu'on pouvait tous se mélanger ensemble, et réunir beaucoup de gens ensemble et d'avoir des énergies communes et créer une émulation et faire beaucoup de choses dans l'avenir. Merci, tout est possible. C'est un peu ce qu'on essaie de raconter ici aussi. Et bien alors, tout est possible, on peut devenir chinois, c'est ce que nous dit Laura. Comment je suis devenue chinoise, une actrice française star à Pékin. Et merci d'être venue nous raconter ce parcours. Vous arrivez de Strasbourg en Alsace et vous êtes célébré par des millions et des millions
de Chinois qui vous adorent. Et moi, je suis convaincu qu'on va vous revoir et dans le cinéma français et même dans le cinéma américain. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et puis, comme c'est le moment du merci, donc vous l'avez compris, c'est la dernière émission. On a été très heureux. C'est impossible de citer tous les noms, tous les prénoms. Vous pouvez imaginer qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent et qui ont travaillé les week-ends, parfois jour et nuit, pour être là tous les jours avec ces témoignages et puis ces initiatives extraordinaires. Donc, je vais parler de Stéphanie Guérin, qui est la productrice de cette émission. Et je la remercie d'avoir choisi de programmer pour cette dernière émission, finalement, des récits de gens qui réalisent leurs rêves et qui veulent transmettre. C'est ce que j'adore le plus sur cette terre. Donc merci à Stéphanie et à tous ses collaborateurs, Sophie, et puis les rédacteurs en chef qui étaient là, et c'est Mélanie Pouet, et puis Benoît Chevrier, Elisa Gege et Cynthia Péchaud, merci à eux, parce que c'était un travail extraordinaire de réunir la parole. Et puis, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de journalistes qui travaillaient et qui interviewaient plein de gens avant de pouvoir arriver sur ce canapé. Les réalisateurs, évidemment, Sébastien Deveau, Fabrice Michelin, tous les camarades qui sont derrière les caméras. Je ne vais pas citer les prénoms, sinon je vais faire des jaloux. Mais voilà, ils sont cachés ici ou là, mais ils vous permettent de vivre ce moment comme si vous étiez là. Et puis, Delphine Leroy, qui a tout coordonné, qui attend un heureux événement. On l'embrasse très, très fort. Et puis, Aude Pavani, qui est ici, qui a fait la rédaction en chef de cette dernière partie d'émission. Je voudrais remercier Frédéric Arnoux qui a fait du montage. Parfois, on était dans des moments où on pouvait enregistrer 2 heures d'émission et il fallait faire 1 heure, et donc elle a gardé l'essentiel. Elle ne vous a jamais trahi, donc merci à elle. Je remercie évidemment tous les invités qui sont venus, et ils se reconnaîtront. Certains sont peut-être en train de nous regarder. Merci pour la confiance, merci d'être venus vous raconter, et merci d'avoir raconté votre histoire si inspirante. En tout cas, elle m'a appris beaucoup de choses. Et puis je remercie à France 2, Nicolas au magazine, évidemment Ophélie et Caroline. J'ai une petite pensée pour Vincent Mélé qui a fait en sorte que cette émission existe. Voilà, donc merci à tous, merci les camarades, on a vécu une très très belle année. Merci à tous ceux qui ont été fidèles à cette émission, qui ont compris qu'on avait envie tout simplement de sacraliser la parole, de respecter ceux qui nous regardent et ceux qui venaient ici. Voilà, c'était notre objectif. Merci à tous, on se retrouve en d'autres temps, d'autres lieux. Je vous embrasse très fort. Bravo.